Bonjour, bienvenue à ce 23e épisode de Si tu me racontais, passionné d'Antiquité. Cette semaine, Michel rencontre par hasard sur les plages du Sud M. Christian Denis, conservateur au Musée de la civilisation de Québec pendant plus de 30 ans. On espère que vous allez apprécier. On vous souhaite une bonne écoute. Premièrement, j'aimerais mentionner que j'ai le plaisir d'être avec Christian Denis, qui a été conservateur du musée. Combien d'années? Musée de la civilisation de... Moi, je suis rentré là en 88, janvier 88, puis je suis reparti en octobre 2018. Hey, c'est extraordinaire. J'ai été 30 ans. Hey, c'est extraordinaire. 30 ans à développer des collections. Puis toujours pas mal tout le temps à Québec, mais à un moment donné, t'as pas... c'est-à-dire, comme conservateur, j'étais basé à Québec au Musée de la civilisation, c'est sûr. Là, ma job, c'était... Moi, je développais, j'étais responsable de secteur de collection, mais dans une job de conservateur, dans un métier de conservateur, on fait aussi des expositions. Ouais. Alors, s'occuper de développement de collection, puis faire des expositions. Fait que j'ai eu le bonheur de faire quand même quelques expositions internationales. Donc, j'étais arrivé assez souvent que je suis parti à l'étranger, des périodes de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Hey. Là-dessus, j'ai eu des expériences extraordinaires, des grosses, là, comme la Syrie. Ouais, la Syrie, ça a été une des plus belles. La première, ça a été en 91. Moi, je suis rentré en 88. Puis la première exposition internationale qu'ils m'ont confiée, c'était Tunisie, terre des civilisations, en 88. Puis là, je suis parti, j'étais allé chercher des grandes mosaïques à Cincinnati. Ça, c'était fou, là, parce que là, on m'avait montré, c'était un VHS à l'époque, là, puis on me montrait, il y avait une espèce de grue armanguée qui sortait des grandes caisses du musée, des grandes mosaïques. Là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire là? C'est quoi cette histoire-là? Là, il te demandait d'aller chercher ça, puis d'emmener ça là-bas. C'est ça, il y avait une équipe technique qui était là. Là, on procédait à l'emballage, mais ça veut dire, toi, tu allais là pour superviser l'emballage. L'état de conservation des pièces, parce que chaque fois que la pièce est manipulée, déplacée, il faut que tu fasses un constat. Est-ce qu'il y a eu des bris? Est-ce qu'il y a quelque chose? T'sais? Fait que là, tu suis le parcours des œuvres, puis là, on ramenait ça à Québec. Qu'est-ce qui faisait qui motivait le Musée de la civilisation du Québec d'aller chercher des œuvres là-bas aux États, puis de l'emmener là-bas? C'est où ce qui était le C'est sûr que c'était un musée, c'est un des grands musées nationaux du Québec, donc dans notre mandat, on avait aussi de faire connaître la société d'ici, mais les sociétés d'ailleurs. Ah, c'est ça! Exact. Ah, c'est ça! Fait que là, bon, et nous, c'était à l'époque où il y avait quand même de l'argent là au musée. Puis on les construisait, les expositions, quasiment de A à Z. Okay. Aujourd'hui, souvent, les musées vont acheter des concepts un peu tout faits, okay. tout préparés. Ça s'est fait de telle façon. Ça arrive, là, c'est des packages qui arrivent. Bon, ils vont les retravailler du point de vue du design et tout ça. Mais nous, à l'époque, on construisait, on travaillait avec les pays, avec les musées pour sur les concepts qu'on élaborait. Donc là, on allait chercher les pièces. Des fois, il y en avait 50, 60 millions en valeur. On mobilisait un avion cargo pour aller chercher des expositions. Il y en a eu des grandes expositions. Mais moi, la première que j'ai travaillé, c'était Tunisie en 91. J'ai passé énormément de temps. Il est arrivé toutes sortes de... Là, t'étais green, là, tu venais de commencer. Ah oui, ben oui. Là. C'était des aventures extraordinaires, parce que on va dans le pays, puis là, ben forcément, c'est les ressources que t'as, parce que t'es pas laissé à toi-même, mais il en demeure pas moins que quand t'es là, il faut que tu prennes les décisions, il y a une équipe technique. Il faut que tu aies des brouillards, inventifs. C'est ça, puis il faut pas être nerveux parce qu'il arrive toutes sortes de situations incroyables. Moi, celle-là, j'étais allé là quand c'était le Ramadan, la période du Ramadan. Ouais. Donc là, eux vivent leur période religieuse assez intensément, et toi, il faut que tu travailles, tu as des horaires, tu as des avions qui t'attendent à date fixe. Fait que faut que tout ça, ça se fasse, ça s'emballe, ça se prépare. Et au-delà des aléas que tu peux rencontrer dans le pays même, fait qu'à quelque part, à un moment donné, ça travaille vite, puis il y a de la nervosité dans l'air. Puis il n'y avait pas d'Internet. Là, c'était une autre aventure. Non. T'allais au coin de la rue de téléphoner. Le téléphone puis le fax, là, à l'époque. C'est vrai. Ça, c'est bon. Puis en parallèle, on travaillait, nous autres, moi je travaillais sur le développement de la collection nationale. C'était à l'époque où le musée se créait, puis il venait de recevoir la collection d'ethnologie du Musée du Québec. Il y avait eu un partage
on crée un nouveau musée qui va s'appeler le Musée de la civilisation. Ouais. Puis elle va être responsable de la collection d'ethnologie. L'ethnologie. Le C'est que ça veut mobilier, dire, ça? le mobilier, l'argenterie, Les jouets, les on peut métiers, citer les jouets, les métiers, ouais. tout ce qui est en dehors des beaux-arts, si on peut. OK. Il y a eu Ouais, comme ouais. une ligne dans la Une ligne. réserve. Ça va aller Que au tu Musée de la toucherais pas. civilisation. OK. Puis ça va aller au musée, ça va rester au Musée national des beaux-arts, Musée du Québec à l'époque. Là. Puis tu sais, si mettons, on s'en va avant 88, là, à un moment donné, là, t'as 5 ans, t'as 10 ans, t'as 15 ans, c'est qui t'a donné le goût d'être un peu aventureux, puis aimer l'art, puis gosser dans l'antique ou dans les collections? D'abord, j'avais une formation en histoire. J'étais historien de formation. Ça, t'as étudié à l'université? À l'Université Laval, puis en ethnologie aussi, culture matérielle québécoise, tu sais. Mais avant ça, j'ai toujours aimé les antiquités. Honnêtement, des fois, j'ai de la misère à me souvenir quand est-ce que ça a commencé. Parce que à 12 ans, déjà, je ramassais des choses. Chez nous, on avait un hôtel. Ma mère était propriétaire d'hôtel. Mon père, il est décédé tôt, mais c'était un entrepreneur. On avait des grandes bâtisses à l'arrière de l'hôtel. Puis ça, c'était rempli de matériel parce qu'il faisait des ponts, des infrastructures publiques. Là. Oui. Puis, il était ramassé lui-même. Fait qu'on était dans un environnement, il y avait une vieille forge, il y avait toutes sortes de choses, tu sais. Fait que forcément, quand t'es enfant, tu joues là-dedans tout le temps. Tu te promènes dans ces vieux bâtiments-là. On avait un voisin aussi qui ramassait énormément. Puis j'aimais toujours aller me promener dans ces... Fait que j'ai toujours aimé regarder les objets puis ramasser quelques pièces. Puis les étudier, puis... Ouais, par la suite, ça s'est jamais posé. Qu'est-ce que j'allais faire, sincèrement? Je suis rentré au cégep. Quand je suis rentré au cégep, c'était toujours étonnant parce que les jeunes, à l'époque, rentraient au cégep, ils prenaient un appartement, puis ça se meublait avec peu de choses. Ouais. Moi, je suis arrivé, j'avais mes antiquités. J'avais déjà du mobilier. Ça, c'est impressionnant parce qu'ils rentraient à mon appartement, puis il y avait quand même des belles antiquités, puis... Ils trouvaient ça curieux, là, tu sais. Les filles trouvaient ça curieux. Le gars, il est meublé, tu sais, il y avait toutes sortes d'antiquités. J'ai toujours aimé ça. C'est sûr que par la suite, puis là, soit je m'en allais en droit ou en histoire. J'ai bifurqué vers l'histoire. Puis, forcément, ça a toujours été, tu sais, je savais pas nécessairement que je finirais dans un musée. Non. Mais par la force des choses, par ton parcours, ça se dessine. Oui, exact. Puis à l'époque, il y avait Jean-Marie Dussault qui était antiquaire. Et ça, c'était l'antiquaire le plus près de chez moi. Moi, je viens de la région de Port-Neuf. Fait que j'allais chez Dussault faire un tour. Puis c'était impressionnant, Jean-Marie Dussault. C'était gros, professeur un peu, lui. C'était un pédagogue. Teacher, c'était un érudit, Jean-Marie Dussault. C'était une encyclopédie. Puis c'est quelqu'un qui partageait ses informations. Et s'il se rendait compte que tu lui posais des questions, c'était pas long, il t'en donnait des réponses, puis il poussait toujours plus loin. Fait que cette curiosité-là, Jean-Marie savait l'alimenter. Fait que tout ça mis ensemble, les études en histoire, fait que graduellement, puis quand je suis rentré à Laval, mais par la suite, je suis allé à l'UQTR à Trois-Rivières. Oups, il y avait la collection Robert Lionel Séguin. Elle venait d'arriver, il venait d'acquérir l'université, la grande collection. Fait que moi, vers la fin de mon parcours universitaire, je suis rentré à la collection Séguin pour travailler là à temps partiel. Là, j'étais dans mon élément 100%. Alors, et de là, il y a des gens du Musée de la civilisation qui étaient en train de créer le musée, qui était de passage. Puis là, je les ai rencontrés à ce moment-là, puis ils m'ont dit, tout simplement, à un moment donné, on va avoir besoin de monde, là. Fait que c'est comme ça que j'ai postulé, puis je suis chanceux de ma génération, parce que il y avait beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu d'élus. Très peu d'élus. Puis là, tu rentrais au Musée national. C'était le top. C'était le top, là. Fait que tu commençais, t'étais content. Ça a l'air que t'étais pas parlable sur la rue, tu vois ça? Non, ouais. Je disais toujours, moi, avec les antiquaires de la rue Saint-Paul, j'ai toujours eu un beau lien avec le milieu des antiquaires. Puis je l'ai toujours maintenu. Je l'ai entretenu. On s'est entretenu mutuellement parce que les antiquaires avaient de l'information extraordinaire. Il y avait comme un partage commun. Le midi, quand je sortais du musée, je m'en allais. C'est sûr, mon heure, elle se passait sur la rue Saint-Paul. Je les faisais quasiment un après l'autre. Je rentrais, comment ça va? Puis, t'as reçu cette nouvelle pièce-là. Viens voir, je l'ai dans l'arrière-boutique, elle est vendue, mais viens la voir comment est-ce qu'elle est belle, la pièce. Tu sais, fait que c'était des beaux liens. J'étais en formation. C'était une formation gratuite l'heure du midi. Tu partageais un peu la philosophie du musée.
des recherches que vous aviez à faire? Ben oui, parce que de toute façon, la collection du musée, nous autres, à ce moment-là, on était en train de la constituer, de la mettre en place. Puis il n'y a pas de collection sans collectionneur. C'est sûr. Il n'y a pas de collection sans antiquaire. Ouais. C'est ces gens-là qui nous alimentent. C'est ouais. sûr. Ouais. Fait que tu peux pas ne pas parler à ces gens-là. C'est de faire une erreur. Là. Fait que c'est ça. Il faut que tu travailles avec ce monde-là, puis ils vont travailler avec toi, ils vont t'aider. Si tu dis que tu cherches tel type de pièce, ils vont te la trouver. Ils vont faire du contact, puis ben ils vont te donner la chance peut-être de l'acquérir. Ben, les grandes pièces, je veux dire, tu l'as eu par l'entreprise. Des antiquaires, des collectionneurs, puis il y a un réseautage qui se fait. C'est vrai de ça. Fait que c'est incontournable. Tu peux pas être un conservateur de musée, en tout cas moi dans le volet où j'étais, dans le milieu des beaux-arts, c'est autre chose. Ils vont plus c'est les galeries, les grandes enchères, tout ça. Nous autres aussi, on en faisait, les enchères, on les faisait. Mais ton réseau, c'est des antiquaires, c'est des collectionneurs. Puis ce monde-là, c'est maillé ensemble. Forcément, tout le monde se nourrit ensemble. Il faut que tu es fréquent. C'était merveilleux. Mais toi, tu étais un des passionnés assez pour justement aller sur l'heure du midi, aller voir qu'est-ce qu'il avait découvert, puis tout. C'est pas toutes les c'est sûr que c'était pas tout le monde qui allait. Non, mais, tu sais, moi, j'étais chanceux. J'étais à côté de la rue Saint-Paul. Oui, c'est vrai. Tu sais, c'est comme, c'était à la Mecque à l'époque. Il y en avait des antiquaires sur la rue Saint-Paul. Tu sais, il y avait on peut dire qu'il y avait comme 3 endroits, tu sais, la rue Notre-Dame à Montréal. Oui. La rue Saint-Paul. Puis après ça, toute la gang. Ben oui, non, mais la gang du centre. On était plus grossistes, nous autres. Oui, mais c'est rien. Non, mais la gang du centre du Québec, c'était important. C'était une plaque tournante, ça, là. Puis après ça, bon, il y avait les antiquaires de la rue Saint-Paul. On peut dire que c'était comme 3 pôles. 3 grands pôles. Il y avait des antiquaires partout. Mais les pôles, c'était ça. Un peu des cantons de l'Est aussi. Oui, un peu. Mais Notre-Dame, Saint-Paul, les centres du Québec, c'était ça. Saint-Paul, eux autres, ils étaient connectés avec vous autres. Ben oui, vous êtes Ils savaient vos goûts, vous saviez vos... tu sais, ils savaient gros des affaires. Ben oui, parce que de toute façon, en parlant, tu sais, puis ils voyaient bien les programmations, puis tu sais, c'est sûr qu'au début, bon, ils voyaient les expositions, puis là, ils se disaient de quelle façon on va se mailler ensemble, mais ça c'est très rapidement, les liens se sont créés. C'est ça. Ben, puis finalement... Puis là, tiens, mettons, on va dire, puis à un moment donné, tu as été à Trois-Rivières sur 1 an, 2 ans au musée de Trois-Rivières? Ben, moi, j'ai fait ma formation en histoire. Mais je suis parti, disons, fin 87, là, c'était pas mal fini pour moi à Trois-Rivières. J'ai été à la collection Séguin, peut-être l'équivalent de 2 ans. Parce que là, tout de suite, moi, je finissais mon bac, puis mes études de maîtrise. Puis là, je suis rentré à l'ouverture du musée, j'étais là. Je suis rentré quelques mois avant. C'est beau, les gros coffres en avant là, qui sont historiques. Là, le coffre en pierre. Là, oui, au musée Pop de Trois-Rivières, absolument. Ça, c'est bien passé. C'est une belle institution. Je sais pas s'ils sont bien actifs comme le musée de la civilisation. C'est un autre. C'est pas un musée du même niveau. Ils n'ont pas la même portée budgétaire. Le musée de la civilisation, c'est quand on dit les musées nationaux, les grands musées nationaux, le musée de la civilisation, le musée national des beaux-arts, le musée des beaux-arts de Montréal, le musée d'art contemporain. Ça, c'est machine. On est là, c'est ça. Après ça, bon, t'as la pyramide des musées régionaux, puis le musée Pop, c'est quand même un des beaux musées régionaux au Québec, avec une grande collection aussi. Le noyau dur, c'était la collection Robert-Lien-Séguin, mais ils ont continué à acquérir. Exact. C'est quand même c'est des musées et des institutions importantes, c'est sûr. Entre vous autres, étiez-vous en compétition? Tu sais, mettons, le conservateur d'Ottawa, il a le goût d'avoir la même belle pièce que toi. Ça, c'est sûr que sans être en compétition, à un certain moment, parce que forcément, le conservateur du Musée canadien d'histoire maintenant, ça s'appelle comme ça, c'est sûr que eux aussi, ils veulent, il y a des pièces majeures, il y a des pièces, c'est des incontournables. Ça, tu la veux dans ta collection. Mais des fois, c'est le plus vite, ou ça dépend du donateur. Du donateur, oui. Il y a les collections, c'est énormément de donateurs. C'est des grands collectionneurs qui, à un moment donné, veulent aussi laisser leur marque. Oui, le nom. Fait que là, ils vont faire des belles donations dans les institutions. C'est sûr, de ce point de vue-là, tu d'attirer. Mais là, c'est là qu'il faut que tu sois vendeur pour ta paroisse à toi. Oui, puis que tu sois présent, puis que tu sois au monde de Trois-Rivières, donne pas ça à Ottawa, viens donner ça à nous autres. Autant que possible, on veut que les grandes pièces restent au Québec. Ben oui,
c'est sûr, c'est la collection nationale. Exact. Non, c'est vraiment vrai, ça. Fait que c'est sûr que comme conservateur responsable, parce qu'on était plusieurs conservateurs, chacun avait ses secteurs, en responsabilité. Ouais. Fait que si, mettons, tu savais qu'il y avait un meuble majeur là, puis tu étais responsable du secteur du meuble, c'est sûr que il fallait que tu ailles le chercher. Exactement. Fait que un peu comme vous autres sur le marché, c'est sûr, c'est la même chose. On s'aime toutes, mais... Mais, bon, exact, faut aller chercher les bonnes pièces là où elles sont. Fait que les musées, c'est un peu comme ça, mais dans l'assiette des musées du Québec, là, avec les musées régionaux, une chose qu'il faut faire, il faut se respecter. OK. Tu dis, ça, moi, ça m'est arrivé souvent de dire, tu as un donateur, je pense que le musée régional, c'est ça, c'est sa mission. Oui. Mettons, le musée d'art populaire de Charlevoix. Oui. Quelqu'un arrive avec une grosse donation d'art populaire de Charlevoix. Tu lui dis, bon, on peut en prendre, mais ce sera le fun de partager avec Charlevoix. Fantastique. Alors, il y a comme un partage, puis tu vas référencer les donateurs vers d'autres institutions, parce que... Puis nous autres, au musée, il faut dire qu'on a eu un programme qui s'appelait Patrimoine à domicile. Je sais pas si tu Je me rappelle pas de ça, non? Ça, c'est un programme. Moi, j'étais responsable de ce programme-là. On a mis ça sur pied en 2006. Ça a duré jusqu'en 2015. Et ça, ce programme-là, on se promenait dans toutes les régions du Québec. On faisait de l'évaluation historique. Puis on donnait de l'information monétaire par la force des choses. Les gens voulaient toujours savoir, mais ça, on était prudents avec ça. OK. Mais on était plus là pour faire de l'information historique sur les objets, puis comment les conserver. Fait qu'on se promenait dans toutes les régions du Québec. On a dû faire au-delà de 300 activités. Et c'est là qu'on a eu un programme qui s'appelait Trouvailles et trésors, avec le canal Historia, qui était une première au Québec. Ça a été la première émission. Tu sais, Michel Lessard, ça a été le premier à faire quasiment des livres. Des livres, oui. Mais nous, on peut dire qu'on était la première équipe à faire une émission télévisuelle sur les antiquités au Québec, là. Évaluation. À l'époque, on faisait ça avec Historia, puis une équipe qui s'appelait Pram. Eux avaient acheté des droits de Antique Roadshow. C'était les mêmes producteurs qu'Antique Roadshow. Mais c'était pas Igor, ça, en camp Igor. Non, Igor, lui, il agissait comme un évaluateur. OK, mais il était dans cette émission. Il était au même titre que nous autres dans l'équipe. OK. Mais c'était pas lui qui produisait l'émission. OK, là. non. Non, lui était là, son expertise surtout, là, à l'époque. Ouais. Puis, alors souvent, on arrivait d'une région, on faisait 2-3 reportages. Après ça, les gens arrivaient avec des objets. Il y a eu des pièces. Il y a eu des pièces extraordinaires de trouver. Puis, avez-tu toujours trouvé que M. Igor, il l'avait? Parce que des fois, il y avoir la job de le replacer un peu. Non? Assez curieusement, je dirais que non. J'espère qu'il m'entend pas. Je vais donner un exemple. Je me souviens quand il y a un type qui était arrivé avec 2 toiles de Joseph Légaré de Nicolette. De Nicolette. Il est arrivé avec 2 toiles, une représentation du collège de Nicolette, puis de l'église, là, qui ont un peu disparu aujourd'hui. Puis Égard, à l'époque, avait évalué les toiles, je pense, c'était à 250 000 les deux. Aujourd'hui, tu regardes ce qui s'est vendu, la grande encan en Angleterre, Wincoff. Je ne me souviens plus exactement du nom, là. Mais en 2016, 2017, c'est exactement ça, les prix que ça a fait. Oh mon Dieu, fait qu'il n'était pas dans l'erreur. Non, exact. Mais des fois, ça pouvait sembler pareil. Je dirais plus souvent qu'autrement, parfois, il fallait discuter avec lui parce que mettons, le Québécois, il connaissait moins ça un peu. Pas parce que, mais là, on lui disait, il y a quand même une bonne demande. Non, mais tu sais, il partait à midi moins quart avec ses petits gants blancs qu'on n'était pas habitués, les gens de la campagne. Donc, qu'est-ce qu'il a manipulé? Il prenait une chaise empaillée là, de 50 ou 100 puis il était là avec ses gants, puis il exerçait. On le faisait pour une raison. C'était respectueux. Non, mais parce que comme on venait des musées, on voulait déjà donner un message de préciosité. Vous l'avez donné. Même si ces choses-là, c'est une chaise paysanne, elle est précieuse. Regardez, on met des gants blancs. Dans les collections, c'est comme ça qu'on manipule les objets. Fait que parce que nous, forcément, comme on venait d'organismes publics puis des musées, on était à sa corde raide tout le temps, là. Ils ont dit ça, telle valeur, puis ils ont dit cette pièce-là, elle est de telle époque. On était en garde à vue par d'autres institutions. Je disais, parce qu'on était la première à faire ça. Mais moi, je regardais ça religieusement. Je me disais, oh mon Dieu! Non, c'est pas vraiment. On a eu des conciliabules entre nous pour dire, cette pièce-là, on pense-tu que ça vaut vraiment ça? Regarde ça, Parce que, mais il fallait faire ça vite. On est en ondes, là. Ça se fait en direct, là. On est en direct, là. Ça va se faire. C'est ça, parfois.
Mais parmi les erreurs, je dirais les bons coups ont été meilleurs que les erreurs. C'est bien à quelque part, ça. on peut pas faire ce genre de choses-là sans commettre un impair à l'occasion. Non. Parce qu'on est tellement... c'est direct. On sait deux collectionneurs qui peuvent se battre vont changer la mise d'une pièce du jour au lendemain. Parce que les coqs s'affrontent. Oui. S'il n'y a pas de personnes qui se bataillent, ça prend 2 personnes pour danser. S'il n'y en a pas 2, ça va se donner. Ça ne veut pas dire que c'est la valeur. Absolument. Ça s'est donné parce qu'il n'y avait pas 2 personnes qui le voulaient. Puis en même temps, je pense qu'on n'est pas là pour dévaluer le patrimoine québécois. On est là pour dire ça aussi, ça vaut quelque chose. C'est ça, moi, que je trouve beau. Tu sais, quand tantôt, on va écouter ça, on va dire hey, les conservateurs, ils font une notion de bel job. Ce que tu dis, cette philosophie-là, c'est exceptionnel d'apprendre ça parce qu'il n'y a pas personne qui nous l'a dit. Ben non. Il n'y a pas personne qui nous a dit qu'il y a une raison pourquoi on manipule ça comme il faut. Il y a une raison qu'on a le droit d'évaluer ça assez bien. Pas le dévaluer, mais l'estimer. Puis nous autres, on avait pris une entente avec Pram à l'époque, qui était le producteur puis Historia. On avait dit, on va le faire, l'émission, mais à une condition. Il n'y aura pas que des grosses pièces. Puis on parlera pas que de valeur, surtout pas. La valeur venait toujours en dernier, là. Ouais, c'est ça. Mais non, on pouvait prendre un panier qui était équivalent 30 pièces, mais qui avait tellement d'histoire. Et la dame ou le monsieur qui accompagnait l'objet avait une histoire extraordinaire de patrimoine. C'était ça qui nous intéressait. Et c'est là la valeur d'un patrimoine. C'est pas dans la valeur monétaire. C'est dans la richesse des informations historiques que ça transmet. C'est ça le patrimoine. C'est comme ça qu'on avait accepté de faire les émissions. On en a fait 106. 106. Dont 3 à Paris. À Paris. On a pris l'avion. Ben parce que en France, il n'existait pas ce concept-là. On aurait pu faire une saison complète en France. À l'époque, si on avait voulu, parce que cette émission-là n'existait pas. Les Français trouvaient ça extraordinaire. D'abord, qu'on vienne parler ouvertement comme ça sur les choses, parce que c'est un milieu un petit peu plus hautain en France, c'est le milieu des musées, puis on parle moins facilement au peuple, appelons ça comme ça. Alors que nous, notre émission, l'objectif, c'est à dire au monde, le patrimoine, c'est ce qu'on a, puis c'est ce que vous avez. C'est ça, c'est beau. C'était ça l'objectif. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Puis Arpin, qui était le directeur à l'époque, c'était un concept qu'il aimait beaucoup, parce que Arpin, c'est un éducateur. Fait que lui, ce qu'il voulait, c'est pas qu'on se fasse plaisir en se faisant des expositions, c'est qu'on fasse plaisir au monde, puis qu'on les conscientise sur la valeur de ce qu'ils possèdent aussi. C'était ça, l'objectif. Puis vous faire aimer, par le fait de faire aimer les musées et tout. Là. Moi, comme je disais aux gens, moi, je travaille pour vous, là. Mais t'as attiré du monde à cause de ça. Plein de monde qui se réveille et dit hey, ils sont fins, ce monde-là, c'est pas des. Tu sais, ils sont parlants. À l'époque, on avait la plus grosse cote d'écoute de l'émission francophone produite sur Historia. Tu pensais, toi? Il nous le disait, vous réalisez pas, là, mais on a une grosse cote d'écoute comme émission francophone produite ici. Puis vous autres, le musée, était-tu récompensé pour ça ou en quelque part, vous aviez... Oui, on faisait avait partie du budget? Non, mais on partait, à un moment donné, on partait un fin de semaine complet. Là. Fait que c'est sûr qu'on avait une forme de rémunération, mais on n'avait pas une double rémunération. Non. C'était le musée qui était rémunéré. Puis là, moi, j'avais ma rémunération habituelle, tu sais. Mais le musée, c'était le plus payant. C'était pas tant ce qu'on recevait, c'était surtout la visibilité que ça donnait. Extraordinaire. Non, extraordinaire. Puis de démontrer que les gens de musée sont accessibles, ils sont gentils, ils sont humains, puis ils sont capables d'apprécier un gadget de peu importe la valeur, ils écoutent. Puis on a fait des entrevues avec dans toutes les régions du Québec. Mon Dieu Seigneur. Sur les côtés Sherbrooke, anglophone, puis tout ça, avez-vous eu du fun pareil, puis ils sont plus cultivés? Ayers-Cliff, puis Sherbrooke, on est allé. On est allé, même, on a fait 3 émissions à Gatineau. À Gatineau, OK. Puis il y a eu beaucoup d'anglophones. À Montréal, on a fait quelques fois des émissions. Et il y avait toujours des anglophones qui venaient. Puis quand on laisse, on est allé, je me souviens pas du nom de la place, mais on est allé au moins à 2-3 endroits où c'est les anglophones. OK. Et ça permettait justement de créer plus de liens avec les communautés anglophones qui connaissaient moins. Puis tu sais, comme le musée de Montréal, exemple, le gros musée à Montréal, les autres, ils devaient vous regarder aller, puis ils devaient... Non, mais eux, parce qu'on est allé dans les musées, que ce soit à Montréal ou ailleurs, et même à un moment donné, il y a un musée qui nous a dit, nous, est-ce que ça vous dérangerait si on mettait le même programme sur pied? Non. Ils disent, on irait un soir vous voir comment vous fonctionnez.
Fait qu'ils sont venus un soir, on était à ce moment-là, le bain généreux, c'est à la rue Amherst, le musée du Fairmont qui appelle. OK. Pendant une soirée, ils se promenaient puis ils observaient ce qu'on faisait. À la fin de la soirée, la jeune fille est venue et elle m'a dit, on peut pas faire ça. Ah non, c'était trop Elle grandiose. dit, ça requiert trop, c'est prétentieux ce que je vais dire, mais ça ne l'est pas en même temps. Elle dit, ça requiert trop de compétences de notre part, on les a pas, ces compétences-là. Wow. Mais nous autres, à toi, moi, Michel Laurent puis Guy Toupin, on couvrait très, très largement. Vous étiez experts dans plusieurs affaires. Elle dit, nous autres, il faudrait réunir trop de monde. Puis elle dit, non. Elle dit, on peut pas faire ce que vous avez fait. Parce que dans une soirée, on passait de tout, là. Ben, c'est ça. Mais de tout. Puis en direct. En direct. Faut que tu sois allumé. Ben, il y avait dire... pour l'émission. Ouais. Mais en dehors de l'émission, nous autres, le temps, là, on tournait 20 capsules par émission. Ouais. Mais là, entre-temps, nous autres, on continuait à avoir du monde Fait qui qu'il y a venait du à... monde, ouais. Puis là, il nous disait, hey, dans 3 minutes, là, c'est à la télé. Là, on partait à la course. Puis ça m'est arrivé de m'aller dans les toilettes puis essayer de réciter ce que je venais, l'objet que j'allais faire, parce que là, je me disais, voyons, faut que je pense à ce que je vais parler. Là. Ah, ça, j'aime ça entendre. Parce que là, qu'est-ce que tu C'est de veux? l'aventure, Il y avait quelqu'un qui était devant moi qui a un objet, puis il fallait que j'en parle. Puis là, il me disait, ben, dans 3 minutes, là, on passe à la TV. Hey. Là, je disais, ben, attendez, je vais revenir, là. Là, je partais, tu sais. Puis des fois, tu arrivais devant la télévision. Là, il y avait la personne qui amenait son objet. Là, bon, 1, 2, 3, on tourne. Et là, la personne t'a bloqué. Elle savait plus quoi dire. Fallait que c'est Là, psychologue un peu Là, tu sais, à un moment donné, là, la productrice disait, laisse parler la madame, là. Madame, elle veut pas parler. Elle veut plus parler, là. Tu sais, t'as bloqué, c'est normal, là. Oui, 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 c'est intimidant. Ouais, mais en général, ça a toujours bien été. Mais, tu sais, il y avait toutes sortes de situations. Un fin de semaine, là, quand on revenait chez nous à la maison, là, Brûlé. mettons le dimanche, on était brûlés. Ça, c'est certain. Parce que, on tournait souvent très tard. Puis on allait souper, on se couchait, puis on recommençait tôt. Mais là, il fallait que tu penses à toutes tes capsules que tu allais faire, puis dire des choses pertinentes. Pertinentes. Là, Oh, non, que ça non, soit non, pertinent. non, non. Oui, oui, oui. Puis à l'époque, on n'avait pas Internet. Pour une bonne partie. C'est venu un petit peu plus tard. Et tu peux pas faire des recherches. Nous autres, on se promenait avec des sacs de livres, des sacs de livres. Ah oui, ah oui. Puis là, on repassait, là, on se disait, il y avait telle information, telle affaire. Ça devait être le fun en tabarouette. Tu veux dire, ah ouais, quelque chose, le gars m'a l'arrêté. Mais moi, je me rappelle des fois, vous étiez venu au magasin et vous aviez dit, bon, ben là, on veut préparer une exposition sur les objets électriques d'autrefois. Des toasters, puis toutes sortes d'affaires. C'était extraordinaire que vous nous disiez ça, là. Ça nous motivait. Là. Ben oui, de dire, on va... Quand on va le remettre, il rentre dans ton chandail, peut-être que ça va faire une différence, peut-être pas non plus. Comme je dis, c'est mini-micro. Puis nous autres, ça nous motivait. Vous autres, là, c'est incroyable comment que vous autres, vous étiez en haut. Puis ça descendait, là, la motivation, l'intérêt que vous apportiez à des morceaux. Ça faisait bouger plein d'affaires. Oui, ben je pense qu'on était là. Quand on est arrivé, c'était une grande période. C'était fébrile au niveau des antiquités. Ben, de 88 mettons, à 2010. Incroyable. Hein? C'était incroyable. Ça a été une période, là. Ça, l'âge d'or des antiquités. Oh, oui. C'était le club Sérieusement, des antiquités. Oh, Ben, en tout cas, c'était extraordinaire. Tu sais. On aurait dit que, tu sais, dans les années 60-70, mettons, en étant gentil, on aurait dit que ceux qui allaient sur la route puis qui faisaient du Pékin, il n'y avait pas de livre de sortie pour s'instruire, pour savoir, hey, cette lampe à couleur-là, est-tu plus rare que l'autre affaire, ou ce jeu de dame-là, est-tu plus important que telle affaire? Mais dans les années 70, 72, 75, ça a commencé à sortir des livres. Monsieur Lessard, 56 affaires. Avant ça, il y avait Palardy. On regardait Palardy, on n'en trouvait pas des affaires de Palardy. Non. Dans le livre de Palardy, on n'en trouvait plus. On en trouvait, non, mais... Exceptionnellement. Oui, c'est ça, mais c'est pas ça qui nous faisait vivre. Exact, c'est pas ça qui nous faisait vibrer pour aller dans le marché, puis... fait que là, à quelque part, on ramassait... On peut dire, des fois, il y en a plusieurs qui ramassaient des tours de galerie, un peu. Oui. L'affaire qui était pas trop importante, puis qui était un peu bric-brac, ben là, ils l'achetaient parce que c'était pas cher dans les reins un peu partout. Et il est venu atteindre, après les années 70, je pense que plein de pékeurs se sont comme raffinés à cause de plein d'informations qu'ils allaient chercher. Quand les gars allaient le livrer sur la rue Saint-Paul, qui allaient montrer le stock, puis que là, la gang, les antiquaires de la rue Saint-Paul, exemple, ou Notre-Dame à Montréal, disaient « Oui, ça, je te le prends, ça, je te le prends. » Quand ça repartait en campagne, là, nous autres, on était 80 dans notre secteur. Imagine. À Saint-Eulalie, là, tu sais, mettons, on va dire, il y avait 80 pékeurs faciles, là, sans compter de menterie. Oui. Comme, tu sais, moi, j'en avais 18 qui vendaient chez nous. Dans Rochefort, on avait 15, 16 ou 12.
Alain Chauvette il y avait ses frères, ses cousins, ses neveux, il y en avait peut-être 15, 20, 25 Alain Chauvette. Regarde, 25 plus 18 plus 12, ça, on vient de parler de toi. Il y avait Alain Turcotte qui faisait des encans, qui n'avait 10-12 qui vendaient chez eux. Fribotte. Puis après ça, on tombait à Saint-Hyacinthe, où il y avait la gang de Saint-Hyacinthe qui était forte en tabarouette. Flyboy et Fly, il y avait peut-être 12-15 fournisseurs qui en drompaient du stock là. Rainville. Puis Sylvain Gélineau. Fait que, tu sais, en quelque part, là, nous autres, là, peut-être qu'il y avait 150 personnes qui vivaient de l'Antiquité à cogner aux portes et à leur bourlinguer. Imagine. Ça, mais on vivait à cause qu'il y avait quelqu'un plus haut que nous autres qui disait oui, je vais le prendre. Puis c'était vous autres qui allumaient ce monde-là. C'est les musées qui disaient ça, c'est intéressant. Et les collectionneurs. Les collectionneurs aussi. Exact. Mais les collectionneurs, souvent, ils avaient appris des choses à cause des musées. Ah, ben moi, je me souviens, Flibotte, l'encan Flibotte. Oui. Première fois que je suis allé là, tu sais, je m'en souviendrai toujours. Il est arrivé, il y avait 40 tableaux à peu près. Et de dénommer l'Anouette de Gatineau. OK. Donc là, l'encan commence. Alors, il y a une toile. 2 pièces. Une deuxième toile. Passe à monter. Puis je me souviens, c'était Lord Attorn, un des premiers gouverneurs généraux. Une toile, là, c'était un artiste populaire. Mais c'est beau en enfant. C'est beau. Ah ouais. Et là, je l'achète à 3 pièces. À 3 pièces? Pour le musée. Là, d'un coup, là, je regarde autour de moi. Là, les antiquaires. Et... Voyons, ce qu'ils achètent là, eux autres. Là. Ah. Parce qu'il y en avait d'autres qui venaient. Là. Oui. Là, ça a commencé à monter. Là, ils ont dit, hey, c'est des gars de musée, ils achètent ça. Oui, non. Ça doit être no limit. Ben, ça a fini, je me souviens, ils l'ont fait comme en 2 batchs. Puis ça a fini, tu sais, les dernières toiles se sont vendues à 400-500 $. Mais tu sais, juste montrer comment... Oui. Ouais, mais je me souviendrai toujours en tout cas, moi, la plus belle, c'était Lord Attorn. Puis dans la collection du musée, à 3 pièces. 3 $. C'est incroyable. Après ça, il était venu aussi des affiches de cinéma. À l'époque, les affiches de cinéma se vendaient pas tant que ça. T'sais. Non. C'était design. Là, il y avait un gros rouleau d'affiches de cinéma, des fils ça. T'sais. Ça bougeait pas. Allez, là, nous autres, on va voir là-dessus. Là aussi, je dis, Chris, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Finalement, c'est intéressant. Ben, là, les affiches ont aussi commencé un peu à monter. T'sais. Nous autres, ça allait de soi que c'était intéressant parce qu'on parlait du Québec, dont la naissance des cinémas, etc. Oui. Fait que c'est pour ça que, des fois, je le disais, nous, notre intérêt, c'est pas la pièce de l'heure. Non. C'est ce qui nous raconte notre histoire. Ouais. C'est ça qu'on veut voir. T'sais. C'est donc beau d'entendre ce que tu dis. Ça devrait être marqué en grosses lettres dans tous les magasins d'antiques, ça, que tu dis là. C'est beau d'entendre ça. Moi, personnellement, j'ai des pièces chez moi, ça va de soi. Là, j'ai une bibliothèque de référence qui est la mienne, que j'ai constituée au fil du temps, mais pas constituée de grandes pièces. Là, non, pas nécessairement. Mais moi, j'étais un collectionneur de souvenirs, de ma vie, je veux dire, de mon enfance. Fait que si j'avais la chance d'acheter une pièce qui venait du village d'où je viens, c'est sûr qu'elle rentrait dans la maison. Ce que j'ai dans ma maison, c'est beaucoup des objets qui racontent. Oui. Et c'est rien que ça qui m'a été. J'aurais pu, mais j'achetais tellement pour le musée que j'ai été des périodes où j'achetais pas à peu près rien chez moi parce que il fallait toujours faire attention là, tu sais. Oui, pour pas être en conflit d'intérêt un petit peu. C'est-à-dire si j'arrivais chez un antiquaire, il y a une chose puis ça, je refusais, mettons, parce que c'est normal là, c'est de la business. Oui. Puis là les gens ils savent pas, je vais te faire ça à tant de %. Non. Moi, tu sais, j'achète le musée aussi. Fait que, tu sais, je veux pas, là, faut pas mêler les choses, non. là. Fait que ça, fallait être très prudent là-dessus. Ben, c'est certain. Parce que, écoute, quand t'achètes pendant 30 ans, puis tu commences quelque chose, c'est facile. C'est facile de tomber dans un panneau à quelque part. Fait que ça, fallait être très, très prudent. Puis je pense qu'on l'a bien été, honnêtement. Jamais, moi, j'ai entendu rien de mal de mais j'avais le droit de m'acheter des choses. Bien certain. Mais je m'achetais pas. Tu sais, si j'allais chez Michel Prince Antiquaire pour acheter une pièce pour le musée, je n'achetais jamais une pièce cette journée-là pour moi. Pour toi. Parce que là, la confusion pouvait se créer. Oui. Fait que, t'achetais, évidemment, pour le musée, là, tu sais. Mais si je combien de morceaux tu pouvais avoir acheté, toi, exemple, dans ta vie, dans 20, 30 ans? C'est dur à dire, parce que des fois, il y a toutes les donations, tu sais, tu peux recevoir une donation, il y a 300, 400 pièces. Souvent, je vois passer, mettons, sur tout ce qui est acquis, quand tu vois dans la collection du musée, entre 88
Et 2018, ben, tu dis, ça, c'est moi qui l'ai acquis. Je n'étais pas tout seul. Là. Non. Il y avait d'autres conservateurs, c'est bien sûr. Ouais. Mais disons que j'ai toujours été identifié comme étant un de ceux qui achetaient le number plus. One. Oui. Puis, il disait toujours, Christian, quand il veut quelque chose, en tout cas, il est persuasif. Parce que nous autres, il fallait passer souvent devant un comité. Oui. Pour dire, ben écoutez, moi, là, j'ai ça, là, je vais acheter. Ah ouais? C'est combien, ça? Puis, qu'est-ce qui justifie ce prix-là? L'État. Puis, dans la collection, on n'en a pas un autre comme ça. Ah oui, non, c'est sûr, tu sais. Le jour où j'ai acheté le coq de l'île d'Orléans, je passais devant un comité pour aller chercher un montant qui était substantiel à l'époque. Alors, tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu te justifies, là. Ça, il n'y avait pas dans la collection un coq exceptionnel comme ça. Pas celui-là. Puis là, voilà un coq. Puis, si Jean-François Blanchette m'écoute, il va rire. Qui était le conservateur à l'époque. C'est un bon monsieur, ça. C'est un très bon monsieur. C'est pour ça que je le dis, Jean-François, il m'a toujours dit, j'aurais aimé ça l'avoir à Gatineau, ce coq-là. Ah, yes, ça. Parce que c'était le coq que Marius Barbeau avait identifié. Puis, tu sais, c'était un coq emblématique, symbolique. C'est très fort. À mon avis, c'est le coq des coqs. Alors, le jour où je suis descendu pour aller l'acheter, tu sais, que je l'ai vu, puis que je suis passé devant un comité et me disais, moi, je veux qu'on acquiert cette pièce-là. Ben, fallait convaincre les gens à l'époque, mais les gens n'ont pas été si durs que ça à convaincre. Non. Alors, j'étais content. Là. Ça, t'es content parce que tu sais que tu viens de rentrer une pièce majeure dans la collection. On va en parler toute la vie. Exact. Après ça, tu peux en rentrer un autre girouette ou un autre coq. Mais, disons que celui-là, là, il est important. La renommée est faite. Exact. Après ça, ben, quand tu rentres une pièce comme ça, là, c'est sûr qu'il faut que tu regardes ce que tu as dans la collection. Les époques. Les régions. C'est tout ça, tu sais. Quand tu rentres une pièce, il faut que tu prennes en considération tous ces facteurs-là, parce que notre collection, c'est pas juste, mettons, une collection de l'île d'Orléans. Non. C'est une collection de toutes les régions du Québec. C'est important que tout le monde du Québec, dans la collection nationale, se reconnaisse. Sache quelque part. Oui, parce que, tu sais, ça serait trop facile, là. Tu dis, il y a que des pièces de, je sais pas, de Québec et de l'île d'Orléans. Non. Il y a des pièces de l'Abitibi, il y a des pièces de la Gaspésie, il y a des pièces des cantons de l'Est, il y a des pièces de Lanaudière, de Portneuf, du Lac-Saint-Jean, parce que la collection, elle représente tout le Québec. En art populaire, c'est le cas. Une pièce du Lac-Saint-Jean, puis une pièce des cantons de l'Est, c'est des pièces différentes. Avec des thématiques différentes. Sont propres aux régions, au vécu des gens. C'est pour ça que nous, entre autres, dans notre démarche, on étudie notre corpus d'objets, puis on vient combler des vides, on dit, ces thématiques, je les ai pas, cet artiste-là, je l'ai pas. Tu sais, il faut que ça soit équilibré, là. C'est sûr, puis présentement, il y a des moratoires dans toutes les collections publiques. Quasiment toutes les collections. Parce que les gens, là, on dit, OK, on a... On peut vérifier, n'est-ce pas? On a acquis pendant tant d'années, là, faut se mettre en pause. OK. J'ai toujours été... c'est le musée de la civilisation, je l'ai quitté, mais il me quittera jamais. C'est beau. Ça, c'est sûr. Tout ça est en prix. Là, t'as passé 30 ans, là. Tu sais, puis c'est 30 belles années, là. Tu sais, puis il y a comme... Non, j'ai toujours eu cette loyauté-là, moi, envers l'institution. Puis... Tu sais, honnêtement, j'ai l'impression, c'est ça que je voyais toujours, puis je fais encore des contrats à l'occasion, d'évaluation, parce que moi, maintenant, j'ai pris ma retraite en 2018, mais je continue à travailler pour bien des institutions, soit de l'évaluation, ou des contrats par rapport à, des fois, des orientations sur des éléments particuliers de réflexion. Fait que ça, je continue toujours, mais... Je pense que je vais continuer ça. Non, je n'arrêterai jamais. C'est ta passion. C'est de la passion. Tu sais, quelqu'un n'arrête pas de faire de la musique parce qu'il vient de déposer son instrument à quelque part. Non. Il va toujours faire de la musique. Mais nous, on est dans les domaines de passion. Mais toi, là, mettons, on va dire, tu sais, on parle avec plein d'antiquaires à Québec, à n'importe où. T'es un héros. Héros. Parce qu'en quelque part, il y en a plusieurs qui ont dépendu de ton intérêt, de ta passion, puis de ton jugement. Il était bon ton jugement quand tu allais négocier chez quelqu'un, puis tu donnais pas trop qu'est-ce qu'il avait décidé qu'il voulait, toi. Non. Puis j'aimais ça. J'aimais ça parce que je sais que ça faisait partie de la game. À tous les niveaux de la cueillette de l'objet, chacun négociait à sa façon. Exactement. Puis en même temps, les antiquaires ont toujours
apprécier ça. Mais quand tu le fais dans la limite, tu sais, du bon raisonnement, parce que tu vas pas offrir un montant ridicule sur quelque chose qui est une pièce majeure. C'est ça. Non. Tu te gardes une latitude, tu sais. Mais, tu sais, c'est un milieu, moi j'ai toujours dit que c'est un milieu généreux. Oui, je pense que oui. Tout le temps. Ah ouais, tout le temps. Là. Tout le monde en quelque part, dans les commerçants, ils savent que demain matin, il va falloir qu'ils vivent encore. Fait que break un peu, donne du lousse un peu. Puis il y a des cycles. Hein? Des cycles. C'est un milieu cyclique. Oh mon Dieu. Comment parfois, là, d'un coup, l'intérêt atteint, puis oups, ça se met à redescendre. Ouais. Il y a autre chose qui vient en contrepartie. Oui. Ça va toujours être de même, ça, des moi, je pense cycles? que oui. Ah ouais? Tu sais, il y en a ça m'inquiète. Mais moi, personnellement, non, c'est des cycles. C'est des cycles. Puis, mais la seule chose, c'est sûr, il faut être prudent dans les cycles. Ouais. Fait que des fois, ben là, tu dis, OK, j'achète, mais j'essaye de bien acheter parce que pas trop se laisser... l'émotion. Moins que tu aies vraiment les ressources te permettent de te laisser emporter à tous les niveaux. Ouais. Mais je pense que tu sais, bien acheter, être prudent, suivre le marché, suivre la tendance. S'adapter. Exact. Puis suivre. Mais la principale chose, suivre nos goûts, ce qu'on aime. En plus, oui. Tu peux acheter un tableau quand même qui ne monte pas en valeur si tu l'aimes chez vous. Tu l'aimes. Il ne faut pas que tu l'achètes en espérant qu'il va doubler ou tripler. Ben, tu pourrais être surpris. Mauvaise réponse. Oui, mauvaise exact. En tout cas, si tu le fais à court terme, puis... Ben, moi, à mon opinion, je pense que les antiquités, c'est de la bourse. Puis tu as intérêt à être diversifié dans tes collections. Exact. Parce que de la bourse, ça bouge, puis les antiquités aussi. Exact. Comme tu as dit, l'intérêt, des fois, elle s'en va pour, je sais pas quoi, moi, collectionner des moules à beurre. C'était la mode, là, 30 ans, mais là, il y a moins d'intérêt pour ça. Les jeunes, ça y parle moins. Ils sont tombés dans d'autres collections. Ben là, il faut en avoir un peu. Puis, tu sais, une chose, là, je vais toucher une corde peut-être des antiquaires, mais moi, je me souviens à une époque, quand on a commencé notre émission d'évaluation, des fois, ils nous disaient, vous nous nuisez peut-être. J'ai dit, non, on crée de l'intérêt. C'est certain que tout le monde pensait ça. Mais j'ai dit, non, on crée de l'intérêt pour toi. Là. Oui. Parce que si on arrête d'en parler, c'est là que l'intérêt tombe. C'est certain. Il faut multiplier le discours, ces objets. Oui. Puis ces gens-là, s'ils se sentent accompagnés, ils vont continuer. Oui. Mais s'ils se sentent délaissés, puis qu'il n'y a pas d'intérêt nulle part, on regarde. Il y a eu des périodes où on n'en parlait plus. Ouais. Là, moi, je trouve, en tout cas, on dirait qu'on est non, revival. ça bouge. Ça bouge. Bon, mais on a intérêt, peu importe. Parlez-en, en bien, en mal, mais parlez-en. Créez un discours autour des objets, puis des collections. C'est comme ça qu'on va maintenir, puis les jeunes générations vont y trouver leur intérêt. Puis c'est sûr que parfois, ils vont s'intéresser à des objets que nous, on perçoit banalement parce qu'on l'a vécu. On est au cœur de la période en question. Mais eux, c'est nouveau. Mais souvent, c'est par ça qu'ils vont venir à autre chose. Ça, c'est bien parlé. Oui, monsieur. Moi, je le pense. Oui, c'est de la semence, puis ça pousse, là, puis là, il tombe. Il arrive chez toi dans la boutique d'un coup. Je pensais jamais qu'il y avait ce type d'objet-là ici. Oui. C'est donc bien beau, puis ça m'intéresse, puis c'est devenu un autre client. On a vu des gens là, qui ont venu dans la boutique, là, puis ont commencé avec des pièces qui avaient 50, 60 ans, là, pas vraiment des antiquités, là, mais ils ont pris goût. Puis à un moment donné, ils ont acheté un morceau de 100 ans, puis un morceau de 150 ans. Puis à un moment donné, c'est eux autres qui laissent le nom pour un armoire Louis XIII. Puis ça a débuté, il y a 10 ans, 8 ans, 10 ans. Ils sont venus, puis on a pris soin d'eux autres avec un item le fun, solide, mais pas nécessairement important au niveau du patrimoine. Puis là, ils sont rendus que... Mais là, ils ont évolué dans leur quête. Oui, absolument. Puis il y a l'histoire que ça parle. Il y a des revues, il y a Internet, puis le monde, ils peuvent s'abreuvoir beaucoup de connaissances. De connaissances, absolument. C'est incroyable. Où est-ce que ça va aller, ça, les anciennes collections, là? Les gens qui ont collectionné, là, puis qui sont rendus 75, 80, 90 ans, puis le même matin, ils disent, moi, je veux vendre ma collection, puis les musées n'en veulent plus. Ça, c'est un problème. C'est sûr qu'actuellement, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pour ça que, tu sais, maintenant, un collectionneur, en tout cas, moi, c'est mon avis, tu sais, un collectionneur, il faut qu'il y pense un peu d'avance. Avant, pour disposer de sa collection, parce que il faut avoir des stratégies, comment en faire. Tu as de l'argent, tu places pas tout dans le même, mais il y a une stratégie financière. Moi, j'ai une carte d'affaires. Puis, sur ma carte d'affaires, j'ai marqué, tu sais, il y a évaluation. Mais placement de collection.
Ah, ça, c'est beau, Là, ce mot-là. bon, moi, je l'ai lu, moi, c'est ouais, beau, ce bon, mot-là. Placement de collection, ça veut dire quoi? Ben, il y a des gens qui font des placements financiers. Oui. Moi, je peux assister quelqu'un à faire un placement de collection. C'est-à-dire, on arrive, on a une collection, mettons, il y a une collection de 100 pièces. Ouais. Ah, ces 10 pièces-là, on pourrait travailler pour les placer en donation, laisser une trace de ce que vous avez eu comme collectionnement. Si, c'est fun. Après ça, ces 30 objets-là, ça, c'est secondaire. OK. On va essayer, les antiquaires vont les prendre, on va trouver les bons antiquaires qui vont être intéressés. Ouais. Puis tout d'un coup, là, il y a un lot, là, mettons, là, il y a un lot de 20 je dis, ça, on ne perdra pas notre temps avec ça. Là. On va trouver une autre manière de le placer, mais c'est pas là-dessus. Là. Okay. Mais on va travailler sur une noyauture des collections parce que on en est rendu là. Les collections, il y a des moratoires partout. Ouais. Les musées ne veulent plus acquérir des grandes collections. Non. Ils vont aller chercher des exemples, des pièces. Ouais. Et ça, il faut que les collectionneurs se le disent avec le temps. C'est vrai. C'est plus vrai. comme ça maintenant qu'on va donner aux institutions. Ouais. Fait qu'il faut qu'il y ait une stratégie. Fait qu'il faut pas hésiter à consulter, que ce soit moi ou un autre, là, peu importe, pour voir comment je pourrais faire. Tu sais. Là, j'arrive à l'heure de vérité. Ouais. Puis l'heure de vérité, des fois, vient vite. parce que le conjoint ou la conjointe dit, moi là, je ne sais pas ce que je dois faire. C'est vrai ça. Je suis perdu. Oui. Je suis perdu. Ouais. Et je veux qu'il y ait une méthode. Si jamais tu pars vite, là, je veux qu'il y ait une marche à suivre. Oui. Puis qu'on le regarde ensemble. Alors ça se fait. Ben oui, ça sécurise les gens. Ben oui, ça sécurise. Parce que, tu sais, puis des fois, les gens disent, bon, ça coûte combien? Regardez, c'est pas si important. Là. C'est sûr que, dépendamment du type de collection, mais proportionnellement à ce que vous possédez en valeur de collection, vous allez voir que c'est pas cher. Exact. Fait que, faut pas s'arrêter en se disant ça va coûter cher. Non, absolument pas. On verra, là. Moi, comme je leur dis, des fois, les gens me téléphonent pour une évaluation. Je leur dis toujours, je vous donnerai pas. Je vous dirai pas que ça coûte tant. Donnez-moi des photos. On va ensemble cheminer. Puis avant de commencer toute chose, je vais vous dire combien ça coûte. C'est sûr. Fait que si ça vous convient, ça vous convient. C'est tout. Sinon, mais tout est proportionnel à ce qu'on regarde, au niveau de difficulté d'évaluer, etc. Oui. Mais tu sais, quelqu'un, le temps que ça prend. Quelqu'un, je sais pas, qui a une commode à 90 000, tu sais, il peut débourser un petit peu, tu sais, pour avoir une bonne évaluation, en bonne et due forme. Oui, puis la placer à la bonne place. Exact. Ça, c'est grâce à toi. Exact. Ben, c'est pas, puis ça peut être dans un musée, mais ça peut être aussi chez un antiquaire. Un contact, un antiquaire, un collectionneur qui, lui, va savoir après ça où passer. Oui. Donc, tu sais, puis là, à ce moment-là, tu informes bien les gens, les proportions, chacun doit prendre sa cote. Là, Alors ça, c'est une réalité. Oui. Mais il faut que tu le dises aux gens. Là. On est dans une réalité marchande. Oui. Puis souvent, mettons, quand toi, avec la connaissance que tu as, les contacts que tu as, l'expérience, l'expertise que tu as, il y a des gens qui vont s'imaginer qu'un item vaut 10 000 ou peu importe, qui vaut 1 000 mais toi, à cause que tu as une connaissance pointue, tu es capable de lui dire, ça, on peut placer ça à 12 000. Absolument. Puis ils pensaient, eux autres, que ça valait 1 000. Comment ça vaut t'avoir rencontré? Absolument. Ben oui, ça, c'est incroyable. Là-dessus, là. C'est facile à comprendre. Ça arrive plus souvent qu'on parle. L'inverse peut arriver aussi. Oui. Quelqu'un qui pense que ça vaut 12 000, mais là, tu lui dis, j'ai une mauvaise nouvelle. Mais l'inverse est encore bénéfique pour eux autres, puis ça devrait être payé plus cher. Exact. Parce que quand quelqu'un se fait craindre qu'un morceau vaut 25 000, puis que toi, tu as l'expertise pour dire non, à telle place, ça se vend 8 000 ils sont en train de sauver du temps, ils sont en train de sauver le temps. Puis des fois, les chicanes de famille. Ben, les chicanes de famille, puis brûler le morceau. Exact. Puis après ça, il n'est plus vendable du tout. Exact. On a vu ça. Des morceaux qui ont été offerts trop cher. Après ça, il n'y a plus d'intérêt. Le vrai prix serait 8-10 000. Absolument. Même à 5 000, ils ne trouvent pas à le vendre parce qu'il est comme... Ça, c'est l'autre réalité. Tu sais, fait que ça vaut de l'argent. Ça vaut ça. Mais actuellement, sur le marché, il n'y a pas de preneur. C'est ça. Ou à peu près pas. C'est ça. Peut-être à tel montant, mais alors ça aussi, ça fait partie de ce qu'il faut dire. De ce qu'il faut dire. Parce que c'est une réalité qui n'est pas simple. Le marché... ça a l'air que toi, tu as eu du fun en tabarouette quand que les Ursulines t'ont demandé d'expertiser les choses, les collections. Ça a été un beau moment. Là, je l'ai fait pendant la pandémie. C'est que la corporation culturelle qui a pris la relève de la collection des Ursulines de Québec ont dû faire évaluer l'ensemble de la collection. Moi, j'ai évalué toute la collection ethnologique, si on veut. Wow. Ça a été, c'est sûr, j'appelle ça un grand privilège parce que
J'ai eu accès à beaucoup de choses, j'ai eu accès à beaucoup de lieux, et avec des gens extrêmement d'une grande gentillesse. Là. Fait que ça a été un grand privilège. C'est des grands lieux d'histoire. Ouais. À la base, tu marches, là. Tu es dans des lieux... C'est des items que... Il y a quasiment un qu'eux autres qui peuvent avoir ça, Oui. qui ont ça. Oui. Tu ne verras pas ça, Ils ont tu n'auras pas la traversé chance le temps. de toucher à ça. Ils ont traversé le temps, ils ont la patine, la voile du temps est toujours là. Tu regardes l'objet, tu dis, hey, jamais ça a été touché. Ça, c'est incroyable. Tu dis, quand même, là, on est à Québec en particulier, les grandes, il y a des belles collections à Montréal, c'est pas ça. Ouais. Mais Québec, c'est quand même le berceau de l'histoire à bien des égards. Puis les grandes communautés fondatrices sont là. Ils sont là. Et que ce soit les collections du Séminaire de Québec, la collection des Ursulines, des Augustines, l'Hôpital général de Québec. C'est fou. Oh, mon Dieu. Là, tu rentres. Des beaux chandeliers sur l'hôtel, là, tout là. Ah, non, c'est des grandes collections. On est chanceux, ces collections-là font partie collectivement de notre patrimoine à nous. À nous. On est capable d'aller le voir, on est capable de l'admirer. Puis ça, dans ce temps-là, quand ils le donnent comme ça, c'est-tu en quelque part le gouvernement qui est obligé de sortir 1, 2, 3, 5, 10 millions pour les payer? Souvent, c'est les institutions qui changent d'orientation, les communautés forcément. Que ce soit des hospitalières ou des communautés dans le domaine de l'éducation, ils ont dû changer de... Il n'y en a plus de communautés comme telles. Là. Non. Fait que là, au niveau de la prise en charge pour que leur collection survive, pour que les lieux survivent, ils se transforment souvent en musées. Et il y a des corporations qui se créent, qui vont gérer les musées. Puis souvent, les religieuses ont investi aussi, vient avec ça des montants d'argent. Puis forcément, il y a aussi des collections qui sont reconnues, donc ils reçoivent aussi une aide gouvernementale. Okay. Mais tu sais, c'est des grandes collections du patrimoine. Ce sera des pertes incommensurables. Non. C'est comme la bibliothèque du Séminaire de Québec, qui est classée au patrimoine de l'humanité, au patrimoine de l'UNESCO. C'est des grandes bibliothèques incroyables. Puis ça, il y a des livres de 3, 4, 5 il y a ce qu'on appelle des incunables, là, des uniques qui sont là-dedans, qui datent du 15e siècle, du 14e siècle. Puis toi, tu avais de la formation pour aimer ça, puis regarder ça. Moi, les archives, c'est moins un secteur que je veux beaucoup. Mais assez étonnamment, c'est sûr qu'on est confronté à de la littérature parce qu'il y a des collectionneurs de livres anciens. Oui. Puis, et moi-même, quand je vais chez les antiquaires, j'ai toujours un coup d'œil aux livres anciens. Il m'a été dit que tu en as trouvé un. Oui, j'en ai trouvé un dernièrement. Un très beau livre, L'Esprit des lois, de Montesquieu. Un livre qui date de la fin du 18e siècle, mais à l'intérieur, ce qui est particulier, il y a le sceau du Séminaire de Québec et surtout la signature de Louis-Hippolyte Lafontaine. Wow! Alors là. Ça, c'est important. C'est important. Puis, tu trouves ça pas cher, là. Ouais. Tu sais, mais j'ai vu la reliure, j'ai dit, c'est un livre, c'est sûr, c'est un livre très ancien, ça. En l'ouvrant. Puis là, même, tu vois une signature, mais parfois, la calligraphie est dure à lire. Mais bon, le prix est bon pour le livre. Mais c'est rendu chez toi, là, quand je disais, tu sais, là, tu expertises ce que tu as acheté. Et c'est là que l'enquête commence. C'est là que c'est le fun en maudit, tu sais. Il y a le fun point, là. Parce que là, tu essaies de retrouver la signature. Bon, d'abord, tout d'un coup, tu perçois. Tu dis, maudit, ça se peut-tu que ce soit La Fontaine? La bibliothèque de La Fontaine. C'est quand même pas lire, là. Alors là, tu essaies de trouver son autographe, et ça se trouve avec Internet assez facilement. Mais là, tu viens de dire, j'ai trouvé un livre qui appartenait à la bibliothèque privée de Louis-Hippolyte Lafontaine. Ça donne un maudit beau feeling. L'Esprit des lois, c'est quand même pas rien, parce que c'est un livre qui, à l'époque, par rapport à l'Église en place, c'était un livre qui faisait partie de l'enfer à ne pas lire. OK. À proscrire, tu sais, c'était sa limite, là. C'était un livre, non, à l'opposé des doctrines de l'Église, à bien des égards. Fait que c'est pour ça que ça devient un livre majeur. Mais moi, c'est ça. Là, je vais travailler, puis je vais le redonner à la bibliothèque du séminaire. Oui, tu sais, le livre va retourner là, moyennement un reçu fiscal, exactement. Là. Mais tu sais, c'est ça. En fait, le plus intéressant, c'est l'enquête. C'est l'enquête. Tu sais, des fois, je trouve un objet bien banal. Il est beau, il me semble intéressant, mais il y a une inscription en dessous. Et là, c'est déchiffré. Et c'est là que tu apprends, parce que avant de le déchiffrer, tu en as fait là, des parcours. Oui. En fait, c'est ça. Faut que tu aies un background que toi, c'est ça. Mais tu es en formation à tous les jours. La moindre chose que tu vois, que tu regardes, c'est pour ça qu'en général, ceux qui aiment les antiquités
on aime tous. On aime regarder le décoratif, notre environnement. On est attiré par ce qui est beau. T'sais. Les 3 mésaventures les plus mémorables que tu te rappelles, ou 2, ou 1, ou 5, y en a-tu des affaires qui t'ont échappé? Genre, tu m'as parlé, là, je sais pas moi, un camion qui est en retard en quelque part, ou il doit y avoir eu des affaires. Ah, ben, des expositions internationales, c'est sûr qu'il arrive beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Il arrive beaucoup de choses parce que ce soit la Syrie ou la Tunisie, c'est certain que tu fonctionnes dans des contextes où le mode de travail, le mode d'organisation est pas le même. Pas le même. Alors là... Ça, c'était en quelle année, ça? Tunisie, c'était en 1991. Puis la Syrie, j'ai commencé à travailler là-dessus en 1999, 2000. Puis j'ai terminé en 2005. Je l'ai ramené en Syrie en 2005. C'était la guerre en Irak à ce moment-là. Hey. Fait que là, c'était une grosse aventure. Puis il y a eu une tournée nord-américaine de l'exposition, puis une tournée européenne aussi. Puis que toi, tu as participé? Moi, je convoyais à chaque endroit, que ce soit par avion, par camion. Je convoyais, il y avait, c'est ça, autour de 55 millions en valeur d'œuvres d'art. Il y avait en général, c'était 2 gros camions 53 pieds qui suivaient remplis des trésors de la Syrie. Oui, c'était des grandes pièces. Et puis, je suis parti l'exposition avait été présentée à Edmonton. Je suis parti de là avec les truckers en camion. T'es avec eux autres, là. Je t'en vais à Wilmington, au Delaware. 4 nuits, 5 jours non-stop, là, en camion. Puis là, tu connais, toi, t'es avec les truckers, parce que tu surveilles, ta job, c'est de surveiller, puis c'est de convoyer, qu'il arrive à rien. Il n'y a pas personne qui sait qu'un conservateur de musée fait ça. C'est extraordinaire, ça. Je suis pas le seul à l'avoir fait. J'ai des collègues qui l'ont fait aussi. Après ça, là, j'ai emmené ça à Wilmington, à 1 heure de New York. Là, il y a eu les attentats du World Trade Center en 2001. Ouais. J'étais là avec la plus grosse exposition à 1 heure de New York sur le monde arabe. Puis là, tu vas la rechercher en octobre pour la ramener à Atlanta. Avec tout le contexte. Honnêtement, ça, je peux pas dire que j'ai aimé ça beaucoup. Non, parce c'était que du stress. Il y avait de la pression énormément. Puis après ça, là, tu dis pas trop au camionneur ce que tu transportes. Non. Parce qu'il peut y avoir du fanatisme et tout ça. Oui. Non, il y a des bonnes responsabilités. Les gens, quand ils voient des expositions internationales ici, ils s'imaginent pas le parcours, tout ce qui est derrière ces grandes expositions-là, surtout les objets archéologiques avec des grandes fragilités, des statues qui peuvent peser 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes. Puis tu vas chercher ça, juste la prendre dans le musée, le mettre dans une caisse, l'emballer, le remettre d'un camion, le dédouaner, l'emmener à un endroit pour que là, on va toutes les prendre, on va les amener à l'avion, tu sais. C'est un grand processus bien planifié. Enfin, c'est pour ça que je dis, on est chanceux d'avoir les grandes expositions internationales. Puis quand tu vas les voir, dis-toi que derrière ça, il y a du travail. Puis là, je parle même pas du travail des équipes, puis le design. Puis la mise en, quand ça arrive ici, la mise en exposition. C'est ça que je trouve long, moi. Mettons, demain matin, ils vont nous présenter une exposition sur les antiquités québécoises. Je ne sais pas. Puis là, il me semble qu'il y a un gros tapage de publicité puis tout le kit. Mais on s'en va au musée, là. Puis là, on voit deux appartements avec un coffre Louis XIII. Puis, maudus, me semble que... mais ça, c'est normal, hein? C'est ça, mais la muséologie a changé. Elle a changé. Tu sais, à cette heure, on n'est plus dans une approche d'accumulation, mettons, d'objets dans un espace donné. On va être, souvent, c'est des thématiques. On travaille beaucoup autour des grandes thématiques. C'est certain que, puis bon, on est dans le design, la mise en scène devient importante. Oui, c'est ça. C'est sûr que... Parce que des fois, on va avoir rien que 20, 25, 30 mais ça va être des pièces qui vont correspondre à la thématique qui est développée là, puis le message qu'ils veulent nous faire passer, il y en a raison. Là. Mais c'est sûr que des fois, on se dit, par rapport à le contenu des collections, on aimerait s'en voir plus. Tu sais, mettons, demain matin, il ferait une exposition sur des petits coffrets, coffrets là, que nos grands-pères. Mon Dieu, on pourrait, me semble qu'il pourrait nous en sortir 150. Mais tu sais, vois-tu, exact. Mais des fois, tu sais, mettons, s'ils font une exposition sur le coffret, ce qui les intéresse, c'est dans le coffret, dans son usage, à travers le temps, à travers les époques, tu sais, les époques, le temps, les époques, et à travers les sociétés.
Et là, bon, ils vont choisir en fonction des messages qu'ils veulent, tu sais, dans la multiplicité des usages du coffret, tu sais, puis les éléments symboliques. Tu sais, il y a plein de choses. Mais c'est vrai que des fois, on se dit, hey, juste la beauté des coffrets, là. Tu sais, il y a eu des exceptionnels, mais là, on va aller au musée, là, puis on va en avoir un 10, 12, 15. Puis là, on va une ou deux boîtes ovales, mais les boîtes ovales, le sculpté, il y en a eu beaucoup. Mais je pense que, en tout cas, les musées se repositionnent plus pour utiliser leur collection davantage, tu sais. OK. Ça, puis l'autre chose, ben, tu sais, forcément, les générations changent. Hein? Là, la nouvelle génération est beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est l'usage de la tablette. Donc, les expositions deviennent un peu virtuelles. Parce qu'ils rentrent. Mais en même temps, le visiteur, il veut voir un objet. Le virtuel, il peut le voir chez eux. Ça, là, il y a tout un équilibre à retrouver dans les institutions par rapport à de l'usage de l'un et de l'autre. Puis je pense qu'on a intérêt à présenter le plus possible des objets dans un environnement qui peut être virtuel, mais aussi avec du réel, là, le plus possible. Parce que ça me parle, moi, de voir. Ben oui, les gens vont au musée pour avoir une expérience de musée. Tu sais, on bâtit pas des institutions à coût de millions avec des environnements conditionnés pour placer des ordinateurs. Non, c'est vrai. On les crée, ces environnements-là, pour la conservation, pour que les objets soient dans des environnements qui vont faire en sorte qu'ils vont perdurer à travers le temps. C'est certain. Parce que c'est sûr, dépendamment des matériaux aussi. Comme, mettons, on va dire, qui a été t'en as sûrement eu plusieurs, mais tes 2, 3 plus grands mentors, ou les messieurs qui t'ont inspiré le plus, tes directeurs, ou je sais pas quoi, mais tu sais, ceux que t'aimais suivre, ou je pense que tu les as drivés. C'est ça. Mais tu sais, dans le milieu des antiquaires, je pense qu'il y en a plusieurs. Chacun. Mais tu sais, au musée, là, tu sais, à ton travail, à toi, là. À mon travail, à moi, qui te dit, lui, il drivait, puis lui, c'était mon idée. C'est sûr qu'un monsieur que j'ai aimé beaucoup, c'est Henri Dorion. Henri Dorion? Henri Dorion, qui était un géographe qui était président de la Commission de toponymie du Québec, mais un érudit incroyable. Oui, un personnage incroyable. Et Michel Côté, Richard Dubé. Donc, toute la première génération de directeurs. Puis il y en a d'autres qui ont suivi par la suite. Mais c'est sûr que quand on a démarré l'institution, c'était comme la première équipe de René Lévesque. Tu sais, qui était une équipe incroyable. Faut se le dire, au Québec. On a eu de la misère à retrouver quelque chose qui ressemblait à ça. Mais quand tu pars une institution, souvent, la première équipe, il y a de la drive. C'est un peu comme ça, parce qu'elle donne... Elle va donner l'impulsion à l'institution, puisque ça va devenir. Puis, il y avait un bonhomme comme Roland Harpin, surtout le directeur général. Roland Harpin, qui était président du Conseil du Trésor, qui était un des plus hauts fonctionnaires au Québec, qui a été un créateur des cégeps au Québec. Donc, c'est un monsieur qui, lui, il a été le premier grand directeur général de l'institution. Il y en a eu un ou l'autre avant, mais nommé, disons, par intérim, si on peut dire. Mais Harpin, c'est celui qui a laissé sa marque. C'est celui qui a fait que le Musée de la Civilisation a été ce qu'il est maintenant, là, ou ce qu'il était à son époque la plus glorieuse, on peut dire. Là, ils vont dire aussi avec Christian Denis. Non, pas moi. Non, moi, j'étais un contributeur comme tous les autres professionnels. Non, t'es trop humble. Non. On a tous contribué à notre façon. Là, sûrement, oui. Mais tu sais, c'est sûr que ce qui faisait la beauté de l'équipe à l'époque, on a à une époque, ils sont allés chercher des gens, en éducation, qui disaient, ils vont nous emmener à quelque part. Aux finances, ils vont nous emmener à quelque part. Ils ont créé une équipe. Puis on a eu la chance de faire partie de cette équipe-là. Donc, on a mis quelque chose en place. Et ça, c'était le fun. Partir une institution, c'est extraordinaire. Là, ils ont trouvé un chasseur hors pair qui s'appelait Christian Denis. C'est sûr que j'aimais ça, chasser. C'est ça. Puis, et je pense qu'à l'époque, quand Richard Dubé, moi, j'ai été repéré, travaillé au musée, puis je suis rentré, c'était une de mes forces. Je connaissais le marché. Sans dire avoir une connaissance fine, j'y allais. J'y allais, c'est ça. Puis j'étais capable, je savais de quoi on parlait. Là. Exact. Puis si on me disait, je me souviens à un moment donné, quand j'avais acquis une des plus belles horloges du musée. C'est vrai. La Balthazar Martineau, on me disait, mais tu sais, pourquoi c'est une si belle pièce? Puis pourquoi elle était chez cet antiquaire-là, puis c'était pas plus cher, tu sais.
parce que comme bien des choses, moi je le savais, mais la personne ne le savait pas. Oui, c'est voilà. ça. C'était ça notre. Mais ça, c'était l'avantage, oui. C'était l'avantage d'être capable de repérer des choses, puis rapidement de faire une recherche, tu sais. Puis là, bon, de faire rentrer la bonne pièce. Puis ça, cette horloge-là, vous avez trouvé, vous autres, par un monsieur de l'Europe qui l'a évalué. Oui, c'est une pièce extraordinaire. Oui, c'est une pièce extraordinaire. C'est une des plus belles pièces d'horlogerie une des plus anciennes, même en Nouvelle-France, là. Wow! Ben oui, parce que c'était quand même l'horloger attitré de Louis XIV, là. Elle était signée, le mouvement était signé, puis elle venait du séminaire de Québec. Oh. Elle était sortie des années 50, okay. mais elle venait du séminaire de Québec. Wow. Et heureusement, elle est retournée dans les collections publiques. Hey, non, vrai. Grâce à toi. Ça, c'est un bon. Je l'avais repéré. On peut dire que c'est un bon. Oh, il y a des fois, tu dis, ouais. Le coq est un bon. J'ai fait un bon. Exact. Tu sais, des bonnes pièces que tu trouves, là, tu dis, je suis content, là. Puis c'est quelle collection que vous avez acquis, puis grâce à ton flair ou n'importe quoi, que tu as réussi à convaincre la personne de laisser ça à vous autres. Tu sais, je sais pas, là, des fois, il y a... C'est sûr qu'il y a toutes sortes de collections, tu sais, puis par les émissions, puis par les rencontres qu'on faisait. Tu sais, des fois, c'est dur de démêler, de façon précise, mais c'est certain qu'on a créé beaucoup de conditions pour la donation par, disons, l'éducation qu'on faisait, l'approche qu'on avait au public. Oui, c'est-à-dire l'ouverture au public. Oui, c'est vrai. Les gens disaient, comme le fameux coffre, le coffre des Jésuites de 1778, c'est marqué en arrière avec l'inscription des Jésuites, polychrome, à motif géométrique. Puis là, ça, vous l'avez trouvé grâce aux émissions. C'est le plus beau coffret qu'on a jamais vu. C'est vrai. C'est extraordinaire, ça. Je veux dire, je suis pas le seul à le dire, là. Non. Mais la dame, c'est arrivé dans le cadre de nos émissions. Puis à un moment donné, 3 ans plus tard, je me souviens, j'ai reçu un appel. Puis là, elle dit, je voudrais vous offrir le coffret. J'en croyais pas mes yeux, parce qu'elle se retournait demain matin. Puis, oui. Puis à l'époque, le coffret avait été quand même évalué à un gros montant, mais ce montant-là a pratiquement doublé par la suite. La dame n'en croyait pas, elle ne donnait pas pour la valeur. Non, parce qu'elle aurait eu juste à se retourner sur le marché. Elle le retournait parce qu'elle considérait que ça avait toujours été gardé dans sa famille. Et puis si elle l'avait eu, c'est parce que c'était pour le léguer au bénéfice de la collectivité. C'est ça qu'elle a fait. Vous savez, la collection Thérèse Sauvageau de tableaux, la peintre de Grondines, qui a publié quand même au moins 3 livres, c'est une collection de tableaux extraordinaire. 86 tableaux qui racontent l'histoire de Grondines, mais c'est l'histoire de tous les villages du Québec. Puis les tableaux sont jamais beaux. Vu ça. Ouais. Mais Thérèse, elle a toujours refusé. Elle faisait le salon du livre à Québec. Puis tout le monde voulait y acheter les tableaux. Elle disait, on démonte pas un livre. Puis elle a suivi son plan de match. Puis moi, je disais toujours, Mme Sauvageau, heureusement, elle était bien entourée par sa famille. Je disais, signez votre scénario. Laissez pas les autres signer votre scénario. Elle est allée jusqu'à la fin, puis elle a dit, ça va rentrer au musée. Les 86 tableaux ont été donnés au musée, puis c'est une grande histoire. Là. Puis je me souviens, à un moment donné, là, les 2 sœurs sont venues, c'est un peu comme les sœurs Bolduc, sont venues. Puis là, je l'ai emmené dans la réserve des tableaux. Oui. Dans la réserve des tableaux, il y a tous les grands peintres. Tous les grands peintres. Puis là, c'est tous des porte-tableaux qui se croisent. Fait que là, j'avais tout mis, mettons, j'avais tout ouvert les porte-tableaux sur les grands peintres. Et les garés. En tout cas, tous les peintres importants du Québec. Puis là, je les tassais, puis jusqu'à arriver à ces tableaux à elle. Elle, imagine, c'était ça, la conclusion. C'est émotionnant, ça. C'était la conclusion, c'était ça. C'est elle qui l'avait signé, là. Tu sais, je disais, c'est vous, laissez pas les autres signer votre scénario. C'est à vous à le faire, ça. Puis, tu sais, Thérèse, aujourd'hui, puis là, j'avais dit, j'avais fait attention avec les mots. J'ai dit, vous arrivez en fin de vie, mais votre œuvre commence sa vie. Parce que forcément, tous les musées empruntent régulièrement des œuvres de Thérèse Sauvageau. Ça va circuler, c'est un héritage qui va circuler. Puis Thérèse Sauvageau va toujours circuler. C'est incroyable, ça, que c'est une peintre fabuleuse. Je me souviens, à l'époque, le directeur du Musée canadien de civilisation, qui est le Musée canadien d'histoire, était venu en visite. Puis c'était Libovitch, un mot comme ça, en tout cas. Il était rentré, puis il est rentré dans la réserve des tableaux, il visitait les réserves. C'est qui, ça?
Ah ouais. C'est qui ce peintre-là? Comment ça qu'on la connaît pas? Tu sais, Ouais. moi, je disais c'était la Mimosas du Québec. Là. OK. Tu sais. Ouais. Ces tableaux sont tellement beaux. Ce qui est rare, je disais à toi même ça va jour. Tu sais, souvent, les artistes populaires, mettons, tu le vois dans les livres, c'est beau. D'un coup, tu arrives devant, il y a une petite... il arrive, des fois, ils vont être plus beaux en publication qu'en vrai. Okay. Mais elle, c'était le contraire. C'était le contraire. Il était beau dans le livre, mais quand tu les voyais, elle a une polychromie, puis tu sais, des formats, c'était des beaux tableaux. 86 beaux tableaux. Et toute une thématique différente. C'est la grande histoire du monde rural au Québec qu'elle raconte. Québec. Vraiment, là. C'est fun, ça. Ça, je dirais. Mais en plus. C'est ton trophée. Mais en plus, c'était mon village. Oui. Mon Dieu, c'est vrai. Puis toi, tu savais-tu que c'était là? Oui, mais moi, je la connaissais. Tu la connaissais. Puis là, à un moment donné, je me disais, parce que je savais un peu ses intentions. OK. Là, mais on est toujours prudent parce que, tu sais, là, je disais, même Sauvageau, j'ai dit, on pourrait faire quelque chose. Puis à un moment donné, parce qu'elle est décédée, elle avait 98, quelque chose comme ça, là, en tout cas, ces âges-là. Puis en 2008, c'est en 2008 qu'elle a donné ça. Il y avait le Québec 400e. Fait que là, moi, avec des gens de Grondine, un comité, on a organisé, on a dit, nous autres, on va célébrer les 400 ans, Québec 2008, mais on va célébrer Thérèse en même temps. Wow. Fait qu'on a fait, mettons, de ses œuvres, on a fait faire des grandes bannières de ses œuvres qui étaient accrochées partout là où ça faisait référence. Fait que tu peux faire un grand parcours dans tout le village, des bannières de Thérèse. Puis ça l'a fini à l'église, et la directrice générale est venue, puis c'est comme la réception officielle, tu sais, c'est fait. Tu sais, Thérèse donnait ses œuvres au musée. Tu sais, consacrer les gens de le vivant. Ouais, là, toi, tu as réussi ça de A à Z. Honnêtement, consacrer les gens de le vivant. Pas attendre qu'ils soient bons pour leur dire, vous avez fait quelque chose de beau. Tu sais, dire. Fait que ça, Thérèse, je trouve, à mon avis, en tout cas, c'est un bel exemple. Et même plus que ça. Nous, moi, j'étais conseiller municipal. Là, Thérèse, il y avait une petite rue pas loin de chez elle. Puis j'ai fait la proposition, on va appeler cette petite rue-là la rue Thérèse Sauvageau. Tu sais, des rues tellement anonymes. On va appeler ça la rue Thérèse Sauvageau. Alors, on l'avait appelé Thérèse Sauvageau. Mais là, comme ça, toponymie, nous ont dit, vous n'avez pas le droit. Il faut que vous attendiez qu'elle soit morte. Au moins un an après sa mort. Voyons, on la fera pas mourir tout de suite. Mais on n'a jamais changé, ils ont toléré. Ils ont toléré. Mais tu sais, avoir l'opportunité de consacrer les gens, sincèrement, là, j'aimerais ça qu'on fasse la même chose avec Wilfrid Richard. Il est mort, mais la famille est toujours là. Mais tu vois, à Saint-Hubert, il n'y a rien en l'honneur de Wilfrid Richard. Ça devrait. Puis s'il y a un artiste populaire au Québec... Que tout le monde en parle. Puis tout. D'un océan à l'autre, tous les grands collectionneurs d'art populaire possèdent une œuvre au moins de Wilfrid Richard. Il se vend à Vancouver, il se vend à Toronto, il se vend à Montréal chez Michel Prince, il se vend partout. Tu sais, des œuvres mais on n'a jamais consacré. Cherchons, là, y a-tu un endroit, y a-tu une rue Wilfrid Richard, y a-tu un centre culturel Wilfrid Richard, une bibliothèque, prends pas nécessairement, non rien. Parce qu'on est encore dans cette période-là, surtout, tu sais, des gens un peu marginaux. Des gens, tu sais, Wilfrid, c'était pas un notable de la place. Là. C'était quelqu'un qui a ouvert une grosse famille, il a eu 15 enfants, Wilfrid. Il vivait dans une petite maison sur sa terre. Tu sais, il a gagné sa vie honorablement de métier en métier. Puis il a fait de la sculpture populaire sur la fin de sa vie. Mais, méchant, qui a élevé 15 enfants? Qui a gagné sa vie honorablement? Tu sais, je me disais, quelque part, lui, là, ben ça, honnêtement, je vais essayer dans les prochaines années quelque chose à son nom. Là, moi, j'ai la petite maison que Wilfrid Richard a eu ses enfants. Ah oui, tu vois? Une petite maison sculptée à Roux, puis ça fait un coffret. C'est la maison où Wilfrid Richard est venu au monde. Qui a eu ses enfants. Là. Ben c'est une pièce importante. Vraiment, c'est beau, une petite lucarne. Là, parce qu'actuellement, au Musée de la Civilisation, ben ça, c'est une grosse prise. Là. Moi, j'ai acquis, au nom du musée, bien sûr, là, mais comme conservateur, la collection de Bernard Genet. Au complet. Au complet. Quelques pièces qui sont allées sur le marché. Tu n'es pas supposé d'aller là, toi? Alors, on a acquis la collection complète. Elle est maintenant. Non, mais tu sais, sur les tablettes. Mon Dieu. On a acquis 133 pièces de la famille Richard. De Damas,
aller au Lavallée, à Dominique. Exceptionnel. C'est un bon monsieur, ça. C'est un bon monsieur, ça. Très bon monsieur. Puis, tu sais, il est cultivé. Lui, il a travaillé sur... à l'époque, il a fait son livre. Oui. Puis ça a été la première exposition du musée aussi. La première exposition que le Musée de la Civilisation a faite à vie. C'est sur les 13 sculpteurs d'art populaire au Québec, dont la famille Richard. La première publication que le musée a faite, ça a été sur les Richard. Imagine, la première, là. En 86. C'est d'autres qui l'ont mis au monde. Nous autres, l'ont mis au monde, mais ce que je veux dire aussi, c'est que l'art populaire a leur entrée de bonheur dans le musée. Ça fait longtemps. Vous avez été wise. Tu sais, on se disait c'est important, hein, puis heureusement, il y avait des études comme pour passer le temps. Le livre sur Wilfrid Richard que Bernard Genet avait fait. Puis, non seulement il l'avait bien collectionné. Oui. Mais ce qui est heureux, c'est que le noyau dur soit venu au musée. Parce que, il n'y a pas personne d'autre qui va voir ça. Non, on aurait mis ça demain matin dans une grande vente. Ça aurait été une des grandes ventes de l'année. Forcément. Je voyais la grande lutte qui s'est vendue quasiment 8 000 $. Il y avait des grandes luttes là, dans cette collection-là. Non, mais au sens où des grosses pièces. Le bulldog, les chats. Les chats. Ça, ça a été une prise majeure. On doit être en 2003. Puis évidemment, une autre pièce, c'est la crèche de Louis Bolduc. De Philippe Roy. Ça. Louis a décidé... Où est-ce qu'il avait pêché ça, lui? Lui, ça faisait longtemps avec... Il était bien ami avec Philippe Roy. Puis il a acheté cette pièce-là il y a longtemps, très longtemps, avec une promesse de dire qu'il la présenterait à tant d'années, tu sais, puis qu'à un moment donné, il trouverait une façon de marquer qu'elle reste dans le domaine visible et public. Donc, il l'a donné au musée. Au musée, c'était une crèche exceptionnelle. Il l'avait bonifié au fil des ans en achetant d'autres pièces de bonhomme, de Roy toujours. Mais on sait que le prix que ça vaut, les pièces de Philippe Roy. Alors, cette crèche-là a une valeur inestimable. C'est comme ceux-là, tu sais, les écureuils qui collectionnaient les crèches de Noël puis tout ça. Là. C'est donné au musée, ça, hein? Il y en a, oui. On en a quelques-unes. Mais je pense que, en quelque part de son vivant, M. Brière, c'est notarié, puis tout le kit. Oui. Puis, quand que l'autre monsieur va décéder, c'est donné. Exact. Je sais pas les termes, là. Mais non, c'était des fins collectionneurs. Mon Dieu, oui. Des fins collectionneurs. Jean-Claude Fillon. Jean-Claude, c'est ça. Et M. Brière est décédé. C'était vraiment d'un raffinement, là, de bon niveau. D'abord, un des meilleurs restaurateurs au Québec, au niveau du mobilier en particulier, Jean-Claude. Mais des fins collectionneurs bien documentés, qui partageaient aussi leurs connaissances. Mais quand tu croisais la route de ces gens-là, tu apprenais toujours. Parce que là, tu te lançais dans une discussion, il y avait toujours beaucoup d'informations. Des crucifix, des statues, des ci, des Exact. Non, c'est ça, c'est pas toujours facile de dire, au fil du temps, il y a telle pièce, d'un coup, là, ça te revient. Cette grande collection-là, la collection de Pierre Gauvreau, Janine Caron. C'était bien, ça. Collection d'art populaire et de tableaux. Des grandes donations. Non, il y a des grandes donations. Comme Mme Annie Quentin, ça, c'était une grande donation aussi. C'était des poupées, je pense. Elle avait une collection de jouets anciens. Oui, mais ça, c'est pas nous autres qui l'avons. Non, nous, on avait déjà une collection de poupées importante des collectionneurs de Montréal. Mais Mme Quentin, c'est une collection à la fois de mobilier, de textiles, d'objets, mais une belle collection. Belle donation. Elle était assez... voilà quelqu'un qui a fait du terrain. Elle est antiquaire, même. C'est pas de période, là, mais elle l'a pratiqué. C'était des gens de terrain. Moi, je me souviens, quand j'allais dans les encans chez Philbot, je voyais cette dame-là drôlement bien habillée. À travers, je le dis en riant aussi, à travers le troupeau des antiquaires. Ça changeait le décor. Mme Quentin, elle était très élégante. Petit chapeau, puis quasiment une petite plume. Puis, là, je me disais, c'est qui, ce madame-là? Je l'ai connue un peu plus tard, c'est devenu une amie. Non, mais il y a été un temps, là, qu'il venait chez nous, là, puis il se passait de manger pour acheter quelque chose. J'en suis convaincu. C'est épouvantable. C'était épouvantable.
on avançait quasiment le morceau. Elle avait une maison extraordinaire. Oui. Grande maison de pierre, le manoir Charleville, c'est à côte de Beaupré, je me souviens bien. Puis c'était meublé, tu sais, des meubles impeccables. Oui. Mais ça, tu as eu accès à des centaines de c'est personnes. sûr, tu sais, il y a des collections. J'en ai connu beaucoup, puis j'allais dans des intérieurs, tu sais. Mais comme ils disent, tu sais, la principale qualité, d'un évaluateur et d'un conservateur, c'est la discrétion. Oui. Et même, tu l'es. C'est-à-dire, tu sais, à un moment donné, tu es prudent. On peut se réjouir de certaines pièces qu'on voit, mais des fois, quand on va chez des collectionneurs, puis les collectionneurs t'ouvrent leur pas, donc il faut que tu respectes la discrétion. Parce que, tu sais... Faut parler de prix. Non, puis on sait que c'est un milieu, tu peux pas tout assurer, tu sais. Non. L'assurance, ça se peut pas, là. Non, ça, c'est impossible. Il faut rester discret sur ce qu'on voit. Qu'est-ce que tu vas faire là, de tes passe-temps? Il m'a été dit que tu fais de la sculpture. Ben oui. Je fais de la sculpture. L'évaluation de la sculpture, puis on s'occupe des petits-enfants à travers ça. Du jardinage bientôt. Ben oui. Non, mais la sculpture, honnêtement, ça fait longtemps que je voulais faire ça. Puis moi, ça m'aide. Je revois ce que j'ai acquis. Je repense à ceux qui ont fait des pièces. Ça me permet encore mieux de les apprécier. Oui. Tu sais, comme les pièces que je fais des pièces hommages. J'ai fait justement, Wilfrid Richard, j'ai fait un hommage à un de ses gros chats. OK. T'sais. Ça, là. Ouais. Après ça, j'ai fait les Sœurs Bolduc, la nature morte, retour de chasse des Sœurs Bolduc, le lièvre et la perdrix, suspendu, polychrome. Après ça, un mouton de Jobin. Tu sais, c'est des pièces. T'en as fait plusieurs. Oui, une chasse-galerie. Chasse-galerie, une belle grosse chasse-galerie. Mais j'ai un excellent professeur qui est Fabien Pagé, qui est, en tout cas, à mon avis, un des derniers bons héritiers de la sculpture ancienne au Québec. Puis Fabien nous assiste dans nos démarches, dans nos défis qu'on se prend. Ouais. Mais alors, ça permet, tu sais, quand tu dis, des fois, tu vois le prix d'une chasse-galerie, tu dis, je comprends maintenant le prix de la chasse-galerie. Ouais. Au-delà de toute chose, là, au-delà de l'esthétique, le travail qu'il y a là-dedans. Oui, c'est majeur. C'est majeur, là, tu sais. Mais moi, je trouve ça drôle, là, que depuis, mettons, on va dire, ça fait pas longtemps qu'on parle de chasse-galerie, hein, tu sais. Il y a 10-15 ans, là, on entendait-tu parler de ça? C'était dans la littérature. C'était dans les contes et légendes. C'est vrai ça. Mais en représentation 3D, tu sais, en sculpture, on n'en voyait pas. Il y avait. Non, on n'entendait pas parler de ça. La plus belle, c'était notre artiste de Pointe-du-Lac, Léo Arbour. Ouais. Ça, à mon avis... Elle est au musée? Non? Non, elle est au musée Ottawa. Il y en a une là. OK. Puis à l'époque, je me souviens, je l'avais vue. Jean-François Blanchette a été plus vite que moi. Il l'avait acheté chez Robert Picard. J'y en devais une. M. Picard, lui, ça me n'était un crinqué, ça, dans l'art populaire, n'est-ce que oui. Robert nous a donné quelques... Oui, puis on lui faisait faire beaucoup d'évaluations. C'est lui qui avait évalué toute la collection de Jean Lacasse, collection, très belle collection d'enseignes. Mais pour revenir sur la chasse-galerie, pour finir là-dessus, c'est sûr que la plus belle chasse-galerie, c'est la chasse de Léo Arbour. OK. C'est rien pour... Mais moi, je ne l'ai pas vue. Elle est tout en couleur. Et dans Michel Lessard, on peut le voir, le gros livre bleu. Je l'ai pas observé. Elle est en polychromie, mais c'est elle, c'est la référence. C'est elle qui sert quasiment... C'est le modèle. C'est un peu le modèle de tout le monde. Moi, je l'ai fait différemment. Ah ouais? Moi, j'ai dit, c'est une chasse-galerie des années 30. OK. Ils sont plus 8 dans le canot. Là. Ils sont 12-15. Non, ils vont être 4. Puis c'est pas un canot d'écorce, c'est un canot de toile verte. C'est intelligent. Je l'ai fait... Je l'ai actualisé à travers le temps. Ça, c'est bien pensé, en tout cas. Ça, c'est bien pensé. C'est ça, je me suis amusé à la revoir. Tes couleurs sont-tu belles? Ça, je vais commencer. Okay. Je suis encore en hésitation parce qu'il y en a qui la trouvent belle monochrome. Parce que moi, là, monsieur Arbour, Léo, il en a fait une pour une de ses amies. Oui. Là, 30 ans ou 40 ans. Elle est monochrome. OK. Elle n'est pas colorée. Elle est belle en temps, J'étais encore en train d'hésiter. Elle est vraiment belle. Mais là, mais je comprends pas trop l'importance de ça. Ça, c'est... la chasse-galerie, ça. Non, mais c'est la complexité de l'œuvre. OK. Tu sais, d'abord, la légende. La légende. Tu sais. Puis une des premières illustrations, c'est Henri Julien. C'est un illustrateur de la fin du 19e siècle. Puis là, ça a été repris. D'ailleurs, Léo Arbour, je pense, c'est pas mal inspiré de cette illustration-là. Tu sais, mais... C'est sûr que c'est la complexité. C'est long de faire une chasse-galerie. Ben, c'est ça. C'est pour ça que la pièce, ça finit tôt par se vendre quand même. C'est un bon prix parce que tu dis, moi j'ai mis 40
40 heures, 50 pour heures moi, là-dessus. pour moi, il y a là. plus d'heures que ça. Même il peut en avoir encore plus. Oui, oui, là. oui. Mais tu sais, c'est Comme sûr toi, il que... n'est pas coloré. Là. Mettons, tu vas avoir un autre 10-15 heures à oui, mettre. là, c'est, mettons, ou 20 je heures. continue à mettre des heures dessus. Mais là, je suis en train d'hésiter, moi, personnellement. Mais, moi, je trouve ça honnêtement, beau, monochrome. tu comprends mieux, en tout cas, la sculpture. OK. Puis, mais ceci étant dit, tu vas avoir des pièces qui valent des fortunes, puis qui sont faites à la colle chaude, tu sais. Ouais, Ben c'est oui, ça. dans populaire, c'est ça. Ah, il y a des pièces de Rosario Gauthier qui valent Ben oui, des ben gros oui. prix. C'est fait, La c'est monté à colle colle. blanche, Ils sont montés à colle chaude, là. Oui. Tu sais. Mais il y a une Avec des vis esthétique. carrées. Mais il y a une esthétique qui est à lui. Ça, on pourrait. D'abord, pourquoi qu'on va pas en arracher un peu en Haïti de ça, là? Puis sinon, Ouais, c'est mais- de l'or populaire. Tu sais, ces pièces, la différence, ces pièces-là, mettons, entre la mienne, mettons ma chasse-galerie que j'ai faite, Oui. puis une pièce de Rosario Gauthier. La mienne est incarnée à sa façon, mais c'est une pièce, j'ai repris un C'est modèle. vraiment de l'or populaire. Mais ça. les autres, là, les vrais artistes populaires, c'est des pièces qui sont incarnées. Tu les regardes, puis ils vivent ces Ils pièces-là. vivent. Tu sais, il y a OK. quelque chose, OK. il y a quelque chose chose qui se tu comprends. transmet, là, tu sais. Oh, ouais. Puis c'est ça qui fait que, ouais, tu dis non, là, je suis devant quelque chose. Puis des fois, tu vas voir, la pièce est bien belle, mais tu es Ouais. devant rien. C'est Ouais. du vide. Ouais. C'est juste une Ça, reproduction. OK. C'est juste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, souvent, tu sais, dans l'art populaire, ce serait un autre sujet, mais tu sais, parfois, je me dis, il faut que les pièces soient incarnées. Ouais. Sinon, C'est pas pareil. Je veux dire, ça n'a pas c'est d'importance dur à au dire. niveau de collectionner. Puis, tu sais, incarné, c'est pas un calcul qu'on fait sur une calculatrice. Là. Non. Tu sais, c'est des émotions. Ouais. C'est quelque chose qu'on ressent. Oui. C'est quelque chose qui se vit. Oui. Puis des collectionneurs vont l'avoir, ça. Ils peuvent Ouais. pas souvent le rationaliser, Non. mais ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir compris. C'est ça, mais c'est à force d'en côtoyer, d'en voir, tu sais, puis... Mais ça, c'est Mais ça, on est c'est chanceux. un talent Ouais. rare, ça. Là. Ben, C'est pas tout le monde. Ouais, mais tu sais... mais c'est sûr que c'est un secteur qui est difficile, parce que, tu sais, il y a des antiquaires, ça lui dit rien. Non, Non. c'est certain. Puis c'est certain. correct, là. Ouais, Faut oui, bien que ça soit comme ça, parce que, tu sais... C'est des commerçants. Tu sais, c'est eux pas des vont être collectionneurs, bons c'est des dans commerçants. Ouais. Mais là, quand tu touches là-dedans, là, c'est comme un tableau d'art moderne, tu sais, c'est la Ça, même c'est chose. un autre pattern. Oui, mais tu sais, mais c'est la même Il y en a chose qui ont en de la art formation. populaire. Ouais. L'art populaire et l'art moderne, ça se côtoie beaucoup. Ça peut... Beaucoup. Tu sais, souvent, tu vas chez des gros collectionneurs d'art moderne, on trouve une pièce d'art populaire qui est, tu sais, qui est du mi-figuratif, mi-abstrait. Chatigny en est un bel exemple. Tu sais. Au-delà de tout ce que... Il est-tu incarné, lui, dans ses affaires? Ah, c'est sûr que c'est incarné. Qu'est-ce qui rend les musées si fascinants que ça? C'est parce que le monde, ils se disent, on va aller voir des affaires qu'on aura jamais vues ailleurs? Ou c'est quoi un musée? Pourquoi qu'un musée, tout le monde, il parle d'aller au musée, tu sais? Ah, ben c'est parce que dans les musées, tu as l'opportunité de voir des œuvres que tu peux pas voir chez le collectionneur privé. Tu sais. Ouais, Tu sais, c'est mettons, vrai, comme c'est moi, vrai. les belles Non, non. œuvres de Richard, si tu viens au musée, tu vas en voir, mais... Ben, tu jamais sais, d'autres qui vont. Ben, tu sais, à moins que tu connaisses un bon collectionneur, puis tout ça. Mais là, mettons un exemple. Là, tu sais, il avait acquis une grosse collection. Demain matin, ce qui est déplorable, c'est à un moment donné, il va y avoir une exposition. Oui, mais Puis tu là, peux les on voir. n'en verra pas beaucoup. Oui, mais maintenant, ça, Ouais. c'est extraordinaire parce que maintenant, avec la mise en ligne des collections, On peut. accéder aux collections. Tu sais, ça, c'est le fun parce que là, il y a de l'information. Ouais. Mais la seule chose en art populaire, ça, les gens ne savent pas beaucoup, mais l'art populaire, c'est soumis aux droits d'auteur. Hein. Pas vrai. Ah ben oui. Ah, ouais. Les gens pensent pas ça. Hein? Non. Absolument, absolument. Pas te faire poursuivre par un artiste populaire. Absolument. Ah, ouais, comme, mettons, Léo Ils sont Arbault, soumis- mettons, il ne serait pas déçu. Il faut que ça fasse plus de 50 ans. Absolument. Même si c'est pas enregistré nulle part, puis tout ça. Ah non, ça n'a rien à voir. Ah, ouais. Création d'une œuvre, là. Ah, Savais-tu ça? vois-tu, que je les savais pas ça. Ah oui, les tatouages. ouais. En France, c'est soumis à la loi du la droit copie. d'auteur. Oh. Absolument. Mettons, là, tu vois quelqu'un. Bien. Là, on dérive, mais, Oui. mais ici, je serais curieux de savoir parce qu'il y a eu une juridiction qui a été rendue il n'y a pas longtemps en France là-dessus. Mais c'est certain, ici, les artistes populaires, il y a une juridiction qui dit, oui, toute œuvre. Et c'est pour ça que quand tu vois ces sites des musées, Oui. souvent, il n'y a pas mettons, tu n'as pas de photos quasiment des œuvres d'artistes connus et qui sont contemporains parce que c'est soumis à la loi des droits d'auteur. Donc, tu ne peux pas diffuser ça sans avoir les autorisations, payer une redevance. Oui, non, ben, absolument, nous autres, c'est important de le savoir parce qu'il faut respecter ça, tu sais. Oh. C'est des créateurs, là.
Ben, moi, je pensais qu'il fallait que ça ait été enregistré non, comme non. les bronzes là, qui sont non, signés par M. c'est pas une question d'enregistrement. Non? Non, c'est pas une question d'enregistrement. Tu sais, c'est pas... Les artistes populaires, ils sont contents quand c'est diffusé, mais de plus en plus, ils en vivent, hein? De plus en plus, mettons, ils vont faire une pièce, ben, ils vont faire un tableau, mettons, ben, ils vont faire des cartes postales. Oui. Ils vont faire... Alors, c'est là que la notion de droit d'auteur devient importante aussi. Ouais, exactement. Ah, c'est vrai. Fait que, tu sais, on peut être... Moi, je t'avoue que je suis pas très chaud à toute cette question-là, au sens, puis je vais m'expliquer, parce que il y en a peut-être que ça va faire grincher les oreilles, les chastes oreilles, mais de l'art populaire, tu sais, t'en parles aux artistes, puis ils disent, hey, achète-moi pas avec mes droits d'auteur, là. Je suis content que tu diffuses les images, puis c'est ça que je veux. Mais en même temps, il faut respecter ceux qui maintenant en font une profession, un métier, puis la reconnaissance. Tu sais, si, mettons, je mets dans une publication une œuvre d'Yvonne Bolduc, ben, il y a des droits d'auteur là-dessus. Faut que j'aille chercher mes droits avant, tu sais. Oh. Non, c'est du sérieux. Ah ouais, comme, mettons, exemple, M. Lessard qui prenait des photos d'une collection de quelqu'un. Il fallait qu'il demande la permission. Ah ben, c'est sûr. Lui, mettons, s'il l'a fait avant l'adoption des droits d'auteur sur les artistes populaires, il était correct. Mais maintenant, il pourrait plus faire une publication. Alors là, il va le faire, mettons, avec les institutions. Mettons que si le Musée de la Civilisation, il prêtait des photos, c'était le musée qui s'était occupé aussi d'aller chercher les droits d'auteur. S'il y avait des droits à payer, ben, les éditions Fidesz, mettons, payaient ou payaient les droits d'auteur. Mais c'est sûr que c'est du sérieux maintenant. Quand M. Fleming était venu prendre des photos chez moi de certains morceaux, moi, il m'avait demandé de signer un document, comme de quoi je donnais la permission de faire le livre avec les photos de mes systèmes. De tes systèmes à toi. Oui. Mais il pourra faire le saut, il y a un droit d'auteur. Toi, t'as pas de droit d'auteur sur ce que tu possèdes, là? Non. Bon. Fait que toi, tu as signé comme propriétaire de l'objet, mais tu peux pas l'autoriser. Ah, OK. Tu sais, lui pourrait, pas toi, là, mais lui pourrait avoir une petite poursuite, comme quoi, bon, il a présenté une pièce. Parchésie de mon arrière-grand-père. Oui, mais là, c'est anonyme. Quand c'est des œuvres anonymes où on est dans le domaine familial, c'est autre chose. Tu sais, là, c'est un artiste avec une certaine production, tu sais. OK. Alors, ça, c'est autre chose. C'est pas la même affaire qu'attribuer à... attribuer ou une œuvre anonyme, ou quelqu'un qui est mort, ou l'œuvre, mettons, je sais pas, même ça aurait été un artiste, mais il est mort depuis 50 ans, il n'est plus assujetti à la loi du droit d'auteur, tu sais. Mais mettons les sœurs Bolduc qui sont mortes, là, 20 ans, genre. Ouais, ben Blanche Bolduc est encore... La famille, pourrais-tu dire... Ben oui, pour qu'elle donne publication, les gens, il faut qu'ils obtiennent quand même des droits d'auteur, là. Absolument. Là. Christian, tu dois être tanné pour la coter avec moi, toi, mais moi, si j'arrêterais pas, on est 42. On fera une autre émission. Oui, je veux te dire, puis remercier ton enthousiasme, ta passion, de nous expliquer c'est quoi que tu as fait, puis les trophées que tu mériterais d'avoir pour avoir sauvé des morceaux extraordinaires. Non, c'est vraiment ça. Mais non, mais à cause de ton travail intelligent, ta débrouillardise, il y a des morceaux qui sont retrouvés au musée que peut-être, si on y aurait été échappé. C'est sûr. Fait que là, c'est sûr. Je t'applaudis, tabarouette. Ben, vous autres aussi, tu sais. C'est cool, chacun dans nos métiers, tu sais. Mais c'est sûr que les choses, si on les fait avec passion, en général, ça compte.